Le 4 février 2013, le Théâtre de Poche, en association avec la Ligue des droits de l'homme et Radio Campus, organisait un débat qui avait pour thème « Faut-il rire de tout pour plus de démocratie ?» Retrouvez maintenant l'enregistrement intégral de ce débat qui était animé par Benoît Feith et diffusé en direct par Radio Campus. Bonne écoute. Certaines formes d'humour peuvent-elles porter atteinte à la démocratie ou faut-il rire de tout pour plus de démocratie? Ce sont les questions sur lesquelles nous allons plancher ce soir en compagnie de nos invités. Avant de vous les présenter, je voudrais passer la parole à Roland Maudel, le directeur du Théâtre de Poche, pour un petit mot d'introduction. Voilà, bonsoir et bienvenue au Théâtre de Poche. Le Théâtre de Poche qui est particulièrement heureux d'accueillir en toute cohérence ce débat sur la liberté d'expression et la censure, puisque aussi bien c'est ici... et là, je vous parle un peu en dinosaure du théâtre. C'est ici que dans les années 70, au Théâtre de Poche, en collaboration avec le cinéma Rambert et avec le Théâtre 140 de Joe Deckmin, le cinéma Rambert qui était dirigé par André Weiss à l'époque, tous trois, nous avions connu de gros problèmes qui avaient occasionné des descentes de la Brigade des Mœurs, des descentes de la gendarmerie. Au 140, c'était un spectacle qui s'appelait Coxtrunk du Ridiculous Theatre de New York. Au cinéma Rambert, c'était L'Empire des Sens de ce cinéaste japonais qui vient de nous quitter, un film qui passe maintenant à la télévision. Et ici, nous avions deux acteurs nus sur scène pour la première fois en Belgique, Philippe Van Kessel et Mario Hansel, dans un texte de Fernando Arrabal qui s'appelait Ils passèrent des menottes aux fleurs, et qui parlait de l'époque franquiste, en fait, de la répression. Voilà, on a connu d'autres problèmes ici, donc c'est vrai que, et notamment, j'ai moi-même été censuré ici récemment. C'était un spectacle que les Chevins de la Culture, ce spectacle était en tournée à Wavre. Les Chevins de la Culture étaient montés sur scène pendant le spectacle et il avait interrompu le spectacle, il avait viré les acteurs, il avait interrompu tout le monde. Et nous avions organisé à l'époque un débat un peu dans ce genre-ci, mais sur le plateau, il y avait Elio Di Rupo, il y avait évidemment beaucoup de politique, et bien sûr les Chevins de Wavre. Et voilà, ce débat s'éternisait un petit peu, et puis la RTB était là, qui filmait en direct. Et à la fin, bon, comme ça s'éternisait, je suis monté sur scène et j'ai dit au public, et notamment à ces Deschamps, voilà, je vous propose d'aller terminer ce débat au bar du théâtre, ce qu'on vous proposera d'ailleurs tout à l'heure aussi. Mais avant, monsieur Deschamps, je voudrais vous montrer ce que je pense de votre intervention. Et j'ai enlevé mon froc, je lui ai montré mon cul. Et c'est passé au journal télévisé le lendemain, mais c'était quadrillé. C'était donc j'ai été censuré. Voilà, donc c'est vraiment avec la plus grande joie et le plus grand plaisir personnel aussi que je vous accueille ce soir. Merci. Merci à Roland Maudel pour son accueil et pour ce mot d'introduction. Je voudrais également, en guise d'introduction, passer la parole à Olivier Boutry de la Ligue des droits de l'homme. Olivier Boutry, qui est donc à la base de l'organisation de ce débat, qui va aussi nous expliquer dans quel contexte, dans quel cadre ce débat se déroule. Bonsoir. Alors, merci à toutes et tous d'être présents. Merci aux auditeurs, aux auditrices. Donc, juste un petit mot par rapport à la liberté d'expression, qui est le thème général de la Ligue des droits de l'homme. Donc, en cette année 2013, alors il va y avoir toute une série d'activités tout au long de l'année, que ce soit à Bruxelles ou de manière décentralisée. Notamment 3 journées en fin septembre où il va y avoir toute une série d'activités sur 3 jours. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est une première rencontre débat autour de la liberté d'expression. On va particulièrement discuter du droit à l'humour, mais il y en aura 3 autres donc en avril, en juin et en septembre, avec les thèmes et les dates qui seront rapidement disponibles sur les sites respectifs de la Ligue, du Théâtre de Poche et de Radio Campus. Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée et Benoît, je te laisse la parole. Merci Olivier. Donc je signale pour tous les auditeurs de Radio Campus qui ne voient pas la salle au Théâtre de Poche qu'elle est presque comble. Il y a des gens même sur les escaliers au-dessus de moi. Donc c'est un débat qui, on le voit, attire un grand public. Et pour cause, c'est une question centrale au cœur de l'actualité qu'on va évoquer ce soir, la question du droit de l'humour, la question de la liberté d'expression. Et pour mener ce débat, j'ai autour de moi plusieurs intervenants, plusieurs invités. Je vais vous les présenter à tour de rôle. Il y a tout d'abord Bernard Mouffe. Bernard Mouffe, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le droit à l'humour ».
Nous aurons également le plaisir d'entendre Marie Limet. Marie Limet, vous êtes danseuse, comédienne, auteure et interprète. Vous avez récemment joué votre dernier spectacle sur la scène du Théâtre de Poche où nous nous trouvons ce soir. Un spectacle qui s'intitule « Tout le monde, ça n'existe pas ». Un spectacle qui aborde la question notamment de l'handicap sur le ton de l'humour. Nous aurons également Pierre Kroll, caricaturiste politique. On ne le présente plus. Pierre Kroll, vous commentez quotidiennement l'actualité politique dans les médias avec un sens de l'humour qui vous est propre. Et nous avons également Éric de Beuquelard. Éric de Beuquelard, vous êtes actuellement prêtre au diocèse de Liège. Vous êtes aussi une figure médiatique de l'Église catholique de Belgique puisque vous avez été pendant plusieurs années le porte-parole des évêques de Belgique. Je remercie les 4 intervenants d'avoir accepté notre invitation à débattre et je vais proposer à Bernard Mouffe d'ouvrir ce débat en répondant en 5 minutes plus ou moins à la question centrale qui nous préoccupe, à savoir, faut-il rire de tout pour plus de démocratie? On vous écoute. Merci. On m'a demandé de faire bref, ça ne va pas être très simple, mais je vais essayer de faire bref sur la dimension juridique du droit à l'humour. Le droit à l'humour s'appuie sur 2 logiques juridiques très claires. La première, le droit à la liberté d'expression. Ça dit bien ce que ça veut dire, le droit à la liberté d'expression. C'est ce qui est développé par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. On sait qu'une liberté s'arrête là où on commence à nuire à autrui. Tout le monde le sait, une liberté s'arrête à la liberté d'autrui. Ce n'est pas le cas pour la liberté d'expression. Je vous prends un exemple. Si vous prenez une liberté, la liberté d'allure, c'est le terme un petit peu pompeux pour dire la liberté d'aller et venir. Si je vous croise sur le trottoir, il y a un moment où il faudra que l'un ou l'autre fasse un pas de côté, mais en général, on ne se grimpe pas dessus. En matière de liberté d'expression, c'est un peu l'inverse. Vous avez le droit d'imposer votre liberté d'expression à autrui, même s'il ne veut pas l'entendre. Je vous prends un exemple pour être concret. Je suis raciste, c'est un exemple, mais enfin on est tous racistes. J'ai une opinion raciste, j'ai le droit de l'exprimer. Jusque-là ça va, on est en démocratie. Vous pouvez exprimer ce que vous pensez. Mais j'ai même le droit de l'exprimer à quelqu'un qui ne veut pas m'entendre. Vous n'êtes pas raciste, je suis raciste, eh bien je peux vous ennuyer pendant 2 heures avec une expression raciste. C'est ça le droit à la liberté d'expression. J'ai le droit de vous ennuyer, j'ai le droit de vous choquer, j'ai le droit de vous perturber par mon expression. Cette liberté d'expression n'est donc pas une liberté comme les autres. C'est un droit de nuisance. Pour finir sur la logique raciste, quand même très brièvement, sachez que l'incitation à la discrimination raciale est interdite en Belgique. Mais ce n'est pas la même chose d'inciter à la discrimination raciale ou d'imposer à autrui une opinion raciste que cette personne ne veut pas entendre. L'humour, c'est ça. Il s'impose à autrui, même si autrui n'a pas envie d'être risible. Premier élément, donc, le droit à la liberté d'expression. Deuxième élément, duquel participe l'humour, c'est le droit de critique. Et vous le savez comme moi, le droit de critique est un droit légitime de nuire, c'est le cas. Si vous êtes restaurateur et qu'un critique que vous détestez vient chez vous et qui dit que la nourriture que vous servez, c'est de la merde, il faut l'accepter. C'est ça, c'est un droit légitime de nuire. Il y en a d'autres, la grève par exemple, c'est un droit légitime de nuire. Il y a des droits légitimes de nuire. Le droit de critique est un droit légitime de nuire et donc l'humour qui participe de ces 2 logiques, droit à la liberté d'expression et droit de critique, est donc aussi un droit légitime de nuire. Qu'il soit transgressif, il faut l'accepter, il faut donc accepter qu'on soit un objet risible. Ça, c'est le principe au niveau du droit. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi devons-nous accepter ça? Il y a des raisons sociologiques qui font ça. Si vous prenez les décisions qui ont été rendues, les juges s'appuient sur un certain nombre de critères pour dire que, oui, il faut accepter. Le premier, c'est le plus basique, mais il est assez efficace. Le juge dit, il vaut mieux 50 personnes qui rient qu'une personne qui pleure. C'est une question mathématique. Deuxième argument du juge, il va dire, oui, mais enfin, le rire, c'est bon pour la santé, il faut favoriser le rire. Troisième argument, on considère en général que l'humour et le rire est un lénifiant social. Ça aide à faire passer des choses délicates. Et vous le savez bien, par exemple, c'est souvent dans des relations extrêmement tendues que le rire éclate de manière la plus efficace. Dernier élément, en général, on considère que l'humour est un acte de légitime défense, c'est-à-dire qui permet en général au petit de se battre contre le grand. C'est souvent comme ça que ça se passe, et qu'à ce titre-là, il faut le faire passer. La victime, en général, est une victime qui l'a cherché, qui a cherché l'humour. Je reviendrai éventuellement sur cette question, on m'a demandé d'être bref, mais retenez quand même qu'en général, on se moque d'une figure autoritaire, un enfant vis-à-vis des parents, un élève vis-à-vis d'un prof, des employés vis-à-vis d'un patron.
le bas peuple vis-à-vis des hommes politiques. On est dans cette relation-là, un acte de légitime défense. On contre-attaque par le biais de l'humour. Rapidement, retenez quand même que s'il y a un droit à l'humour qui s'appuie sur ce droit légitime de nuire, sur ce droit à la liberté d'expression, il y a quand même des limites à cet humour. Quelle est la limite? C'est la limite de tout droit. Si vous avez un droit et que vous utilisez ce droit de manière excessive, vous abusez de votre droit. À ce moment-là, si vous abusez de votre droit, cet abus est fautif. Pour en revenir à la question, je vous donne un exemple de cet abus fautif. Je termine sur la question de ce soir. Il est donc clair que si on part du principe qu'une démocratie, c'est donner non pas le pouvoir au peuple, on sait tous, vous et moi, qu'on n'a pas le pouvoir en Belgique, mais on nous donne le pouvoir de nous exprimer pour faire en sorte que ceux qu'on élit aient le pouvoir. Cette liberté d'expression en matière de démocratie est octroyée en Belgique à tout le monde. Les femmes, les hommes, etc., etc. Dès que vous êtes capable de voter, vous avez le droit de voter, d'exprimer votre vote. Vous avez même l'obligation de le faire. En démocratie, puisque ce droit est donné à tout le monde, nécessairement, le droit à l'humour est donné lui aussi à tout le monde. Ma réponse à la question est donc extrêmement simple. Évidemment, on a le droit de rire de tout, sans aucune exception. Par principe, ce droit nous est donné au nom de la démocratie. Dernier élément, et je clôture rapidement là-dessus, sur le fait que ce qu'il y a de remarquable pour l'humour, beaucoup plus qu'ailleurs, je vous ai dit qu'il y a un droit à l'humour, qu'il y a un abus de droit à l'humour qui est transgressif, retenez quand même que l'humour a sa propre sanction, c'est ce qu'on appelle le ridicule, non pas le ridicule de la personne qui est ridiculisée, la personne qui est risible, mais le ridicule de l'humoriste. Je vous donne encore un dernier exemple, je vous fais une blague ici devant vous. Si elle est juste, c'est-à-dire si elle est modérée, si elle est efficace, si elle est gentille, tout en étant transgressive, vous allez tous rire en même temps, de manière globale, dans la seconde qui suit la blague que j'ai donnée. Si maintenant je fais une blague qui dépasse la limite, qui abuse de ce droit, eh bien bizarrement, vous allez tous ne pas rire dans ce même laps de temps, 1 seconde, 2 secondes. Ce qu'il y a de remarquable, c'est donc qu'à ce moment-là, c'est moi qui serai ridicule. Ma blague n'aura pas porté, elle sera tombée à plat. Et c'est la raison pour laquelle on peut rire de tout. Si jamais on rit de quelque chose par excès ou dont on ne pouvait pas rire, eh bien c'est très simple, c'est l'humoriste qui est ridiculisé. Bernard Mouffe, merci beaucoup pour cette petite introduction. On aura l'occasion de préciser votre pensée en cours de débat, évidemment. Je me tourne maintenant vers Éric de Beukeler pour vous poser la même question. Éric de Beukeler, peut-on rire de tout, selon vous, ou faut-il rire de tout pour plus de démocratie? Bien, bonsoir d'abord, et je vais vous décevoir pour commencer. Je ne vais pas montrer mon postérieur, donc j'espère que... Voilà. On est content. Est-ce qu'on peut rire de tout quand on demande à un curé, quand on pose une question à un curé, en général, il répond par une autre question. C'est le problème avec ces gens-là. Moi, je voudrais réfléchir avec vous, est-ce que nous rions de tout? Dans les séminaires, on raconte toute une série de bêtes blagues de curés. Il y a des bêtes blagues de journalistes, de juristes et autres, mais il y a des bêtes blagues de curés. Et entre autres, les bêtes blagues Adam et Ève. Et vous avez la version machiste et la version féministe. Et c'est intéressant, les deux ne sont pas très bonnes, mais enfin ça c'est autre chose. Mais quand on la raconte dans un public de bons catholiques, selon la version, on voit qu'ils rigolent. Donc la version machiste, parce que si je vous raconte pas, vous allez dire c'est pas drôle. La version machiste, c'est Adam qui s'ennuie et puis Dieu qui lui dit bon ok, je vais te faire une compagne et elle sera toujours belle, toujours de bonne humeur, elle te fera jamais de reproches, elle sera jamais dépensière, elle voudra pas aller faire de shopping, elle sera pas curieuse et tout. Ah très très bien, mais enfin il y a un prix, il faudra un œil, une oreille, une jambe, une main. Oh stop. Et pour une côte, qu'est-ce que je peux avoir? Personne ne rit, version macho. Il y a la version féministe, c'est Ève qui se promène, qui s'embête un peu, et Dieu lui dit, écoute, bon, ça va, je vais te faire un compagnon, mais tu sais, j'ai déjà créé tellement de choses, je suis un peu fatigué, donc voilà, il sera orgueilleux, il aura besoin d'une grosse bagnole, il passera son temps devant des bêtes jeux comme du foot et tout ça. Il faudra sans cesse lui dire qu'il a raison, qu'il est beau et tout ça. Bon, ben écoute, on prend, qu'est-ce que tu veux, s'il n'y a que ça, je prends, dit Ève. Et puis tu sais, comme il est un peu ombrageux, on va lui faire croire qu'il a été créé avant toi. Ce sera un secret entre nous, un secret entre femmes, version féministe. C'est bizarre, là, les femmes rigolent plus. Donc, ce que je voulais dire, qu'est-ce qui nous fait rire? Cela dépend un peu de qui nous sommes et de ce qui active en nous les zygomatiques. Pour d'abord effacer
une question, elle reviendra peut-être, mais la question du droit au blasphème, non seulement je suis contre, mais le Vatican a toujours été contre. Pas uniquement, je ne dis pas dans son histoire, mais aujourd'hui, regardez les textes du Vatican, il est contre aussi parce que, pour des raisons qu'on juge bonnes ou pas bonnes, mais aussi tout simplement parce que cette question-là est souvent utilisée dans des pays où les chrétiens sont minoritaires pour persécuter les chrétiens. Donc, le droit au blasphème, le Vatican sait bien que c'est une arme à double tranchant. Mais la question que je voudrais poser maintenant, c'est est-ce que quand on fait une blague et que des gens se mettent en colère, il faut toujours s'étonner de leur colère? Prenons un exemple de quelqu'un que je connais ici autour de la table, Pierre. Il y a quelques années, Pierre a perdu son papa. Comme je connais Pierre et qu'il m'avait parlé de son papa, j'ai été aux funérailles et c'était très beau et très émouvant. Imaginons que je me sois amené à ces funérailles et que je lui ai sorti une blague déplacée sur la mort de son père. Bon, s'il m'assassine sur place, tout le monde comprend que c'est une réaction déplacée. Mais si, face à mon humour déplacé, il me dit « Écoute Eric, si c'est pour venir avec des choses comme ça dans les circonstances, je te prie de quitter. » Et qu'après je dise sur la blogosphère « C'est bizarre, le grand humoriste Pierre Kroll n'a quand même pas beaucoup de sens de l'humour. » Tout le monde comprend bien que mon humour était blessant et déplacé. Donc, l'humour peut blesser pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais reconnaissons, ne soyons pas comme Tartuffe. « Oh, mais enfin, il se met en colère. » Parfois, l'humour, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peut être déplacé. Je m'adresse ici à un public dans l'enceinte de l'ULB, je m'adresse à Radio Campus, c'est sûr que toutes les blagues sur le pape, les curés et autres, c'est très drôle. Mais soyons francs, si dans certains milieux de l'ULB, je commençais à faire des blagues déplacées sur les républicains espagnols, je pense que je serais mal reçu. Si dans d'autres milieux, je faisais des blagues sur l'Holocauste, ce serait encore bien pire. Et c'est tout à fait naturel. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que l'humour doit avoir tous ses droits. Mais reconnaissons, c'est pas une question. Tous, il y a des moments où l'humour qu'on reçoit peut nous blesser. Et il faut le savoir. C'est pas pour ça qu'il faut s'auto-censurer, mais au moins, quand quelqu'un... Je pense aux récentes manifestations de musulmans qui se mettent en colère. Quand ces gens se mettent en colère, je ne dis pas pour ça qu'ils ont tous les droits, mais essayons de nous dire, au lieu de nous penser tellement plus tolérants qu'eux, de se dire parfois, est-ce que moi, il n'y a pas des choses qui pourraient également me mettre en colère? Et je crois que, et c'est à ça que je veux venir, je crois que nous devons tous, je suis curé, donc je vais vous inviter à faire un petit examen de conscience, nous devons tous comprendre que l'humour, quelque part, peut avoir deux formes. Et ces deux formes rejoignent un comportement très archaïque. Il faut le savoir, qu'on retrouve déjà dans la cour de récréation. Il y a l'humour, entre parenthèses, quand on se moque d'un garçon en classe, en disant « Hé, bouc émissaire », et il y a l'humour de celui qui fait le pitre pour amuser la galerie, pour créer un sens de communion. Le premier, je l'appelle plutôt le bel esprit. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans les salons parisiens où c'est fort pratiqué, c'est lointain héritier de ce qui se faisait à Versailles. C'est ce que j'appelle tailler un costume à quelqu'un. Bon, mais c'est rire aux dépens de quelqu'un. Qu'on ait un peu ri de DSK, je comprends. Je ne dis pas que je vais dire que le comportement de M. Strauss-Kahn était parfait, mais à un moment donné, rire d'un homme à terre, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus drôle. Par contre, savoir rire de soi-même, savoir mettre le nez rouge, là, c'est tout autre chose et on comprend qu'on est dans une attitude qui, à mon avis, est aussi beaucoup plus noble. Un exemple, je crois qu'un des plus grands canulars qui a été fait récemment, c'est lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est la soi-disant reine d'Angleterre qui saute avec James Bond en parachute. Ça ne blesse personne, c'est un sens de l'autodérision absolue, et c'est un sens de l'autodérision qui montre bien qu'il faut être très fort pour se moquer de soi-même. Je termine en disant que ceux qui me connaissent savent que je suis passionné par la figure de Churchill, qui pourtant n'était pas croyant. Et j'ai étudié la différence, parce que quand on étudie Churchill, on étudie l'anti-Churchill qui est Hitler, et on se dit il y a des points communs. C'est deux joueurs, deux orateurs, deux peintres du dimanche. Mais il y a une différence.
c'est qu'autant Churchill avait le sens de l'humour, autant Hitler en était dénué. Ça n'explique pas tout, mais peut-être que ça explique certaines choses. Alors je termine par un trait de Churchill. On lui prête beaucoup de traits qui ne sont pas de lui, mais je termine par un trait qui était de lui, que je trouve un très beau trait d'humour. Nous sommes tous des vers, disait Churchill, mais moi je pense que je suis un ver luisant. J'aime bien. Merci. Marie Limet, je vous propose de poursuivre dans la foulée des deux premières interventions. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de cet intitulé du débat. Faut-il rire de tout pour plus de démocratie? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je ne suis pas très forte en politique. Je m'en méfie même d'ailleurs. Je ne fais pas trop confiance parce que je trouve que souvent les lois ne sont pas faites pour être au service de l'être humain. Du coup, je ne veux pas trop partir dans cette direction-là. Par contre, j'ai l'impression que l'humour, il est vital pour l'être humain. Et que d'ailleurs, plus la situation est critique, plus elle est cruelle, plus on a besoin de pouvoir en rire. Du coup, moi, je pense que c'est essentiel qu'on puisse rire de tout. Après, c'est sûr qu'il faut être sensible au moment et à la personne qu'on a en face de nous. Mais je pense que c'est vraiment très important qu'il puisse y avoir des genres de bouffons du roi dans cette société. Parce que l'humour permet vraiment de mettre une distance avec la chose ou l'événement concerné et nous permet de le regarder d'un autre angle de vue. Et puis aussi, si on commence à censurer les gens, à censurer la liberté d'expression, alors petit à petit on marche vers la dictature, il me semble, et ça c'est jamais un bon truc. Et j'ai pas l'habitude de parler comme ça, du coup je perds un peu mes mots. Moi je trouve ça très important de pouvoir rire de tout et d'essayer d'enlever cette question de jugement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est acceptable, inacceptable, parce que dans cette dimension binaire de l'être humain, on va pas bien loin, ça tue la vie. Et du coup pour moi l'humour il est nécessaire dans le sens où il permet d'exprimer, il y a différentes sortes d'humour, il y a l'humour, il y a différents humours pour différentes personnes, donc déjà ce serait compliqué de choisir de quoi on peut rire ou de pas rire, parce que cette réponse-là, elle est différente pour chaque personne, et dans chaque moment de vie, on va répondre différemment à cette question-là. Et que dire de plus? Pour l'instant, je ne sais pas quoi dire de plus. Peut-être. Vous aurez à nouveau la parole plus tard si vous préférez. Merci pour cette intervention. Et je me tourne maintenant vers le quatrième intervenant qu'on n'a pas encore entendu, Pierre Kroll. Même question. Que répondez-vous à cette question qui nous préoccupe ce soir? Faut-il rire de tout pour plus de démocratie? Bon, dans tous les métiers, il y a des corvées. Il y a des parties très amusantes du métier, et puis il y a les obligations. Et il y en a une assez lourde dans mon métier, c'est de répondre à la question: peut-on rire de tout? On en fait des débats, des interviews. Merci d'être venu malgré tout. Des mémoires. En général, je vous conseille pas de faire ça comme mémoire, c'est rarement bien coté, parce qu'on n'arrive pas à répondre à cette question. Déjà en français pouvoir, en français belge, vous savez que pouvoir, ça veut dire deux choses: avoir le droit et être capable. Donc est-ce qu'on est capable de rire de tout? Est-ce qu'on a le droit de rire de tout? C'est une question sans fin. Et généralement, on s'en sort en prenant la réponse célèbre de Pierre Desproges: on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Un jour, je me suis dit, je vais essayer de trouver aussi une réponse. Peut-être qu'elle prendra la place ou elle sera ajoutée à celle de Pierre Desproges. Et je réponds: déjà, on n'est pas obligé. Je pense qu'on n'est pas obligé de rire de tout. Voilà. Si Eric veut venir faire une bonne blague à l'enterrement de mon père, je suis pas obligé de rire, comme il l'a dit lui-même. C'est important. Et donc, je viens avec plaisir à votre débat, parce que la question n'était pas posée comme ça. Elle était même posée quasiment à l'inverse. C'est que vous avez appelé ça: faut-il rire de tout? Donc vous dites: est-ce qu'on est obligé de rire de tout pour qu'on soit plus en démocratie que si on ne l'était pas? Et c'est intéressant cette manière de la retourner, parce qu'alors je la retourne encore et je dis: faisons le chemin à l'envers. Si on regarde les pays, les nations, les groupes d'humains dans lesquels on rit manifestement le plus, ou en tout cas le plus librement, ce sont incontestablement les plus démocratiques. Je crois que on préfère les frères Taloche ou un humour plus méchant, mais il y a plus d'émissions humoristiques en Belgique qu'en Corée du Nord. J'ai pas été voir, mais j'en suis absolument convaincu. Donc il y a un élément de réponse, c'est que sans doute, vraisemblablement, il y a un peu une poule et un œuf là-dedans. Plus on sait rire de nos institutions, plus elles sont quelque part ouvertes et démocratiques, et inversement. Donc vous voyez, je suis relativement capable de théoriser quand je ne suis pas trop fatigué, mais j'ai pas beaucoup préparé ici aujourd'hui, franchement. Donc je vous renvoie déjà à ce stade de mon intervention à d'autres choses, si vous voulez lire des trucs un peu plus malins que j'ai écrits là-dessus. Il y a un petit livre qui est sorti aux éditions Tandem. Bon, il y a tout d'abord mes bouquins, évidemment. Vous savez plus ce que vous avez écrit, voilà, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce que j'irai relire après cette émission, dans mon cas, ce sera un petit livre paru aux éditions Tandem. C'est une conversation avec un professeur, Vincent Baudou, professeur de l'ERG, qui me questionne un peu sur mon métier. Pourquoi tel dessin, je l'ai senti comme ça? Pourquoi tel autre, je l'ai publié ou pas publié? Il y a la préface d'un livre paru
chez mon éditeur La Renaissance du Livre, qui est justement intitulé Le Roi et son bouffon, qui est aussi le catalogue d'une exposition qui a eu lieu à Paris, qui viendra à Bruxelles à partir du 12 avril, avec tout ou beaucoup de mes dessins du roi Albert. Là, on est vraiment dans l'exemple de rire du puissant, de rire du pouvoir, même si on sait que le roi chez nous n'a pas beaucoup de pouvoir, il est en tout cas au-dessus de la pyramide et de la hiérarchie. Et donc là, j'explique mon rôle de bouffon aujourd'hui, effectivement, c'est pas nécessairement élogieux, mais je me reconnais en partie, en tout cas, dans cette définition. Il y a aussi récemment un journal de jurisprudence, mais j'en ai plus le titre exact, où on m'a demandé des réactions simplement professionnelles de la caricature par rapport au jugement du tribunal de Paris sur les caricatures de Mahomet. Là aussi, je me suis pondu d'un texte un peu plus construit que ce que je vous dis aujourd'hui. S'il y en a qui veulent voyager, ils peuvent m'accompagner. Vendredi, je vais à Rabat, au Maroc, pour un débat sur la liberté d'expression, où là, on verra si je serai aussi fatigué ou pas. Et dernièrement, sur mon site, pour terminer, sur mon site kroll.be, il y a aussi une rubrique qui s'appelle Ma Corbeille, dans laquelle je jette tous des textes comme celui que j'aurais écrit aujourd'hui, pour qu'on puisse aller après y fouiller et retrouver des choses. Donc voilà, vous pouvez continuer ce débat sans moi après. Moi, je voudrais après, dans la partie maintenant où on va débattre, jouer plus le rôle d'une sorte de témoin que de théoricien, parce qu'on en a de bons ici, parce qu'effectivement, moi, c'est un peu mon métier. Et donc, je peux raconter des choses qui étaient parfois à la limite. Je peux quand même rendre hommage à des gens qui laissent une grande liberté. Je dois dire que ce que je fais, je parlais de la Corée du Nord, ce que je fais tous les dimanches à Mise au Point, en direct, à la télévision, sans possibilité technique de censure, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir, il faut savoir reconnaître la liberté qui nous est donnée dans ce pays, de permettre à quelqu'un de se moquer en direct, en même temps qu'un homme politique tient un propos, de démonter ce propos ou de faire remarquer qu'il contient de la langue de bois ou qu'il est ridicule sur un point ou un autre. Moi, une sorte de règle générale que je dirais pour quand même, alors bien lancer le débat, c'est quelque chose qui va paraître très naïf et simple, mais qui est parfois quasiment révolutionnaire, je trouve, c'est détendez-vous. C'est-à-dire que le rire, c'est aussi quelque chose qui ne doit pas nécessairement être toujours gentil, etc., mais qu'on doit pouvoir prendre dans une notion de détente pour un meilleur vivre ensemble. Pas en l'interdisant. Parce que j'entends déjà, comme ça le débat sera bien parti, quand Eric dit qu'on peut rire de certaines choses, mais pas à d'autres moments. C'est toujours pareil. On dit, oui, on peut rire de... C'est comme, je ne suis pas raciste, mais néanmoins. Donc on peut rire de tout, mais ce n'est pas bien pris. J'ai une réponse très simple à son exemple avec mon père et tout. Moi, j'assume que des gens... je ne dis pas que la liberté d'expression, c'est attendre que n'importe quel... très saillant, n'importe quel fait d'humour soit pris avec humour par tout le monde, pas du tout. J'espère que celui qui n'appréciera pas ne va pas me couper la tête, c'est tout ce que je demande. Qui me hue et qui n'aime pas, qu'il aille jusqu'à me gifler, je l'accepte. Ça, c'est très très important. Non, mais c'est parce que j'entends souvent justement les dignitaires religieux ou parfois des politiques dire oui, mais ça c'était aller trop loin. Alors, si c'est aller trop loin, il faut en tirer deux conclusions. Il faut éviter que ça se représente, donc il faut censurer, et il faut punir, donc il faut des lois. Et c'est ce que vous avez demandé dans un débat où j'étais sur le plateau. C'est pas toi qui représentais l'Église catholique, mais il y avait quelqu'un, les deux autres grandes religions, vous avez tous réclamé qu'il existe une législation sur le blasphème. Or, je considère, moi, avoir le droit de blasphémer des religions auxquelles je n'appartiens pas. Voilà. Et je pense que j'avais quelque chose qui ressemblait à une sorte de conclusion. Oui, il y a peut-être des solutions modernes à ces limites-là. J'en prends une qui a l'air d'une boutade, mais qui n'est pas nécessairement. On peut très bien imaginer demain des magazines, on y viendra sans doute, parce qu'on va parler du politiquement correct qui s'instaure partout, des magazines dans lesquels on préviendra en première page, attention, la page 8 pourrait choquer un musulman, la 12 un catholique, la 19 des mineurs, et comme ça tout le monde sera au courant, et on réagira face à l'humour de la manière la plus simple et la plus détendue, c'est pour ça que je parlais de détente, c'est-à-dire simplement en n'allant pas regarder ce que vous n'avez pas envie de voir. Eric de Beukeler, vous voulez réagir ? Oui, mais c'est embêtant pour le débat, mais je suis d'accord avec Pierre Kroll. D'abord, j'ai regardé le débat télévisé où je n'étais pas invité, et je m'excuse, là je suis pas d'accord. Le responsable, le représentant du catholicisme n'a pas demandé ça. Il n'a rien dit à ce moment-là par politesse pour ses deux confrères, mais il n'a pas demandé ça. J'ai bien observé parce que je connais, je dirais, la position officielle de l'Église catholique sur cette question. Pas de blasphème. Ceci étant dit, moi je suis d'accord. On peut, allez-y. Mais la seule chose, et c'est là-dessus que moi je voulais intervenir, on peut rire de tout. Allez-y. Mais dans ce cas-là, si jamais quelqu'un, de manière démocratique et pacifique, ne rit pas, voire se met en colère, ne soyez pas non plus avec des yeux. Si moi je rencontre une brave dame et que je lui dis, madame, vous êtes grosse, moche, laide et bête, et qu'après elle le prend mal, je dis, en plus vous êtes susceptible. C'est tout. Il y a aussi un droit, de temps en temps,
à la colère, démocratiquement exprimée, sans couper les têtes, et c'est tout. Je ne dis pas plus que ça, mais évidemment qu'il y a un droit de rire de tout, dans les mesures que la jurisprudence expliquera, et qu'il ne faut surtout pas commencer à limiter, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais que quelqu'un à ce moment-là dise, là vous avez touché à quelque chose qui m'est très personnel, je ne ris pas, et je le dis peut-être, bon moi je ne suis pas du genre à me mettre fort en colère, enfin je crois que tu m'as jamais vu fort en colère, mais il y a parfois des choses, c'est vrai, où je l'ai un peu plus là, comme je crois chacun d'entre nous. Ça, c'est... Voilà. J'ai commencé par là, j'ai dit on n'est pas obligé de rire de tout. Tu vois que nous sommes d'accord. Non, parce que ce qui avance, ce qui fait l'objet souvent de débats en considérant notre époque moins rigolote ou plus coincée que d'autres, c'est que généralement, lorsque la personne ne rit pas de ta bonne blague, elle se retourne pour voir si les autres sont d'accord avec elle qu'on ne doit pas en rire. Et s'il y en a beaucoup d'autres aussi qui trouvent qu'il ne faut pas en rire, ces gens vont trouver que tu n'avais pas à faire ça. Et la prochaine fois, on te dira par avance de ne pas le faire. Et c'est comme ça que s'instaure maintenant un politiquement correct qui existait beaucoup moins avant, parce qu'on ne sortait pas le journal Harakiri du fond de ses librairies pour aller le montrer aux handicapés en leur disant regardez comme on se moque de vous. Il y avait que le handicapé qui avait envie d'aller lire Harakiri qui poussait sa charrette jusqu'au fond de la librairie pour aller l'acheter. Et maintenant on montre tout à tout le monde partout c'est très bien, hein, mais en espérant tout le temps avoir de son côté tous ceux qui ne rient pas des mêmes choses que vous. Oui, mais, et là, on ne va pas monopoliser le débat ici, mais là on touche à quelque chose dont on a parlé pour la libération conditionnelle ailleurs. Dans nos sociétés démocratiques, et je suis d'accord avec Pierre, heureusement qu'on est dans une société démocratique, mais où le rôle de l'émotion et de l'opinion publique est important, je crois que la pire censure que nous avons à craindre, c'est pas celle de monsieur de la RTBF qui dira Pierre, tu me feras plus de dessins, c'est l'autocensure. Les autres ne rient pas, alors ne le fais. C'est l'autocensure. Parce que, voilà, nous sommes tous un peu prisonniers de l'émotion collective, de ce qui va paraître sur Twitter ou sur les... Voilà. Mais ton discours ressemble à un discours qui appelle à l'autocensure. Éric de Beuquelaar, quand vous dites qu'il faut pouvoir s'imposer des limites, ne pas heurter l'autre, c'est une forme d'autocensure. Non, justement, je ne veux pas qu'on s'impose des limites. Ce que je voulais simplement dire, comprenez aussi ce que, autant je comprends, allez-y, Harakiri et autres, pas d'autocensure. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'après, quand certains ne sont pas contents et vont dans les rues en disant « on n'est pas content », oh, ah, scandale. Mais non, ils ont le droit de ne pas être contents. Ça fait partie aussi de la démocratie. Il faut que le droit d'expression aille dans les deux sens. Je ne dis ni plus ni moins que ça. Et aucun appel à l'autocensure. Merci pour la précision. Je me retourne vers Bernard Mouffe. On entend bien que le débat, forcément, on aurait pu inviter une dizaine d'autres interlocuteurs. Chacun aurait eu son avis individuel. Moi, je voudrais vous relancer sur une question propre à la démocratie. En fin de compte, quelle est l'utilité sociale du rire en démocratie, selon vous ? Mais justement, une logique égalitaire, on va vers ça. L'humour doit être permis à tout le monde pour que tout le monde puisse réagir avec un humour. Et ce qu'il y a d'important, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien de plus subjectif que l'humour. Ce qui fait notre réalité. Je parlais des victimes de l'humour. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont des victimes privilégiées, simplement parce qu'ils se mettent en position de se faire ridiculiser. Quand vous avez un patron, personne n'a demandé à ce type d'être un patron. Mais à partir du moment où il est à la tête de cette pyramide sociale, il doit accepter, du fait de son pouvoir, d'être ridiculisé. On est dans une situation dans laquelle l'humour est le seul moyen, je dirais contestataire, de la part de ses employés pour pouvoir réguler la relation avec ce patron. On le voit très bien avec des enfants. Les enfants vis-à-vis des parents ont un humour particulier que les parents, entre guillemets, ne peuvent pas avoir puisqu'ils sont dans une relation d'autorité par rapport à leurs enfants. Par contre, dans un couple, la femme aura tendance à avoir plus d'humour vis-à-vis de son mari, on l'a vu. On est dans une relation où l'humour sert simplement comme mode de liberté d'expression particulière à rééquilibrer la relation sociale. Et c'est pour ça, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est tous dans une relation d'handicap social, je vais dire. On ne se moque pas que des personnes qui sont moches, bêtes, laides et grosses. On se moque aussi des gens qui sont très beaux, exceptionnels, des grands artistes, des grands sportifs. Ces gens sont anormaux, ils sont handicapés, non pas en mal entre guillemets, mais en bien, et c'est la raison pour laquelle on doit s'en moquer aussi. J'entendais qu'on se moquait de DSK, en disant il y a un moment il faudra arrêter quand même, mais non, ce type a tout fait pour qu'on se moque, et heureusement qu'on peut s'en moquer. Cette soupape de sécurité qui est donnée aux gens et à toutes les personnes, vous, moi, les personnes intéressées, qui le connaissent, qui ne le connaissent pas, peu importe, cette soupape de sécurité permet effectivement de libérer, de socialiser les gens
dans leurs relations sociales. Et c'est à ce titre-là que c'est fondamental. Et je terminerai sur un exemple qui me paraît fondateur de la logique humoristique. Je vous ai dit, l'humour permet de rééquilibrer les choses. Vous avez quelqu'un qui est handicapé, c'est-à-dire simplement qu'il est différent des autres. On est tous différents, c'est-à-dire qu'on est tous, un jour ou l'autre, amenés à être la victime d'un trait humoristique. Parce que dans notre relation, c'est comme ça. On est toujours plus beau que son voisin, plus bête que son voisin, plus handicapé. Et c'est à ce moment-là que l'humour permet de rééquilibrer les choses. On le sait, c'est dans les moments de plus grande tension que l'humour permet de sortir. Vous savez tous, vous avez eu un deuil, on a parlé de ça, qui, dans une famille très proche, c'est-à-dire le père, l'enfant de la personne qui est décédée, ne s'est pas mis à rire nerveusement lors d'un enterrement. Ce rire permet simplement de rééquilibrer les choses. C'est ce qu'on appelle, d'un point de vue un peu technique, et qui n'a aucun intérêt, mais je vous le sors comme ça parce que vous pourrez le sortir en société, c'est l'effet apotropaïque de l'humour. On est réjoui. Éplez-le nous, éplez-le. Il est beau, hein. Ça, il n'y a que moi et Jacques Mercier qui le connaissent, celui-là. Mais donc, il fait beaucoup semblant. Apotropaïque, ça permet quoi? Ça permet simplement de... On est content parce que c'est pas à nous que ça arrive. C'est ça que ça veut dire, en gros, concrètement. Ça permet d'éloigner le mauvais sort. Quand quelqu'un est décédé et qu'on est vivant, le fait de faire rire, c'est de dire, simplement, on se conscientise du fait qu'on n'est pas mort. Et ça arrive tout le temps. Quand vous avez une petite vieille qui se casse la figure sur le trottoir, vous riez. Et pourtant, non, sauf vous, madame, mais il n'empêche... Tout le monde rit quand même, c'est l'effet apotropaïque. Vous dites, c'est en définitive bien content que ce ne soit pas moi, de ne pas être ridicule cette fois-ci. C'est ça qui est important. Et cette logique cyclique de l'humour qui fait qu'on est toujours à un moment ou un autre, soit parce que l'autodérision, soit parce qu'on est patron, soit parce que c'est à ce titre-là que démocratiquement on doit accepter à certains moments d'être risible, à d'autres de rire. Pour l'instant, on risque ici, parce qu'on est mis en évidence, d'être plus risible que vous, parce que vous faites un effet de groupe, c'est bien pratique, mais on peut se planter aussi, ça fait partie du jeu. Et on vous invitera la prochaine fois, enfin la suite du débat certainement, à vous-même, vous mouiller pour rentrer dans le jeu, mais c'est ça la logique démocratique de ce principe, et c'est ce que je défends ardemment. Dernier mot, comme ça j'en aurais fini sur la question du blasphème. La Belgique est un pays remarquable qui, dans sa constitution, a allié dans le même article, ça arrive parfois, les législateurs sont efficaces, le droit à la liberté d'expression et le libre exercice des cultes. Les deux sont associés dans le même article. Ce qui veut dire qu'en Belgique, la liberté d'expression s'applique plus qu'ailleurs encore à tout ce qui est religion. Il n'y a donc pas de blasphème, vous le savez, en Belgique, pas d'infraction liée au blasphème, mais une totale liberté d'expression. Je le dis, je le répète, que ça plaise ou que ça déplaise à toutes les religions du monde, en ce compris les sectes. Vous savez comme moi que c'est parce que dans la Constitution, il y a cette association entre religion et liberté d'expression que nous avons le bénéfice en Belgique d'avoir le plus grand nombre de sièges sociaux de sectes liés à la liberté d'expression et à cette liberté de religion. Donc, ça a l'air horrible comme ça, mais au contraire, c'est la preuve d'une extraordinaire générosité en matière de liberté d'expression en Belgique. Bernard Mouffe, je vais vous laisser la parole en vous relançant. Vous pouvez boire un verre d'eau, il y en a devant vous. Et je parle pendant que vous buvez, si vous voulez. Est-ce que vous parlez du racisme en guise d'introduction tout à l'heure? Alors, est-ce que sous couvert d'humour, on ne peut pas non plus distiller de la haine raciale? Alors, le terme vaut ce qu'il vaut, on peut forcément déconstruire le terme de race, et il le faut d'ailleurs, mais est-ce que sous couvert d'humour, on ne peut pas se faire soi-même le véhicule de discours haineux, d'incitation à la haine raciale? Est-ce que dans ce cas-là, il y aurait une bonne raison de limiter ce type d'humour, peut-être en contestant le fait qu'il s'agisse d'humour? Oui, mais la matière raciale est raisonnablement délicate puisqu'elle s'assied entre deux logiques, le droit à la liberté d'expression en ce compris une opinion raciste. Et la seule chose qui est interdite par la loi, les lois de 2007, c'est la discrimination directe, indirecte, le harcèlement et l'injonction de discriminer, on le sait. Cette discrimination, c'est un terme extrêmement difficile et délicat à manier, puisque vous n'êtes critiquable qu'à partir du moment où vous incitez à la discrimination raciale, c'est-à-dire que vous poussez les autres à être aussi racistes que vous. C'est même pas encore tout à fait ça. Donc j'ai le droit de dire que je n'aime pas monsieur parce qu'il est noir, ou parce que vous savez que l'élargissement des critères protégés en matière de discrimination est de plus en plus vaste. Vous n'avez pas le poids, par exemple, vous pouvez dire elle est grosse, et évitez d'être aussi grosse que, ou soyez aussi grosse qu'elle. Quoique, c'est peut-être une attaque au niveau de la loi discrimination genre, puisque je moque d'une femme. Mais le poids n'est pas un critère protégé. Par contre, la race
la présupposée race, présumée race, dit le texte, hein, c'est donc qu'elle soit vraiment de cette race-là, ou qu'on suppose qu'elle est cette race-là, qu'il est cette race-là, je ne sais pas pourquoi je parle d'une femme maintenant, hein, cette personne, en tous les cas c'est ça la raison, cette personne, on ne peut pas inciter à la discrimination raciale. Je peux donc dire je n'aime pas monsieur parce qu'il est noir, mais je n'ai pas le droit de dire n'aimez pas monsieur parce qu'il est noir. Hein, vous vous rendez compte que la distinction est extrêmement délicate. Ça veut donc dire que si maintenant je fais une blague raciste, me moquant d'une personne parce qu'il est noir, ou me moquant des noirs parce que je m'adresse à quelqu'un qui est blanc ou qui est noir, en principe, entre une expression raciale légitime ou une incitation à discrimination raciale illégitime, c'est extrêmement délicat, hein, je vous dis. C'est dans chaque cas d'espèce, on appréciera, et c'est surtout le public qui appréciera si mon trait d'humour était correct, je ne dis pas gentil, hein, correct, c'est-à-dire si on est dans la limite, puisqu'il doit nécessairement être transgressif. Hein. Je suis désolé pour ça, mais il ne faut pas croire qu'il y a du gentil humour ou de l'humour qui est efficace parce qu'il ne nuit à rien, parce qu'il n'empêche rien, non. Mais dès qu'il devient trop méchant, c'est-à-dire qu'il devient trop personnel, trop agressif, et qu'il n'a plus pour objectif ce qu'on appelle en droit la bonne foi de l'humoriste, le seul plaisir de faire rire, eh bien à ce moment-là, effectivement, on a dépassé la limite. Mais je vous dis, à ce moment-là, c'est la personne qui a fait la blague qui devient ridicule, et en général, ça se retourne contre lui. C'est à ce moment-là, lui qui devient la victime de son propre humour qui n'a pas été efficace. Hein. Marie Limay, avant de vous passer la parole, Éric de Bocquella, est-ce que vous voulez, à ce stade-ci du débat, poursuivre votre intervention d'introduction? Est-ce que vous avez envie de réagir à ce que l'un ou l'autre intervenant a exprimé jusque-là? Moi, je me rends compte qu'il y a... En fait, le droit à l'humour, c'est le droit à s'exprimer tout simplement. Et ce qui est fou, c'est qu'on essaye toujours de mettre tout dans des cases, en fait. De dire ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que je pense que ça nous met quelque part mal à l'aise, parce que ça nous parle de nous, en fait. La façon dont on va réagir de telle manière à cet humour-là ou pas, ça nous parle de nous. Pourquoi est-ce qu'on veut... moi, j'ai vraiment un problème avec les lois, j'avoue. Ce fait de vouloir décider à l'avance, quoi, ce qu'on a le droit ou pas de faire. Alors que, de toute façon, comme vous le dites, on aura une réponse. Quand on va faire une blague ou à propos de quelque chose, l'interlocuteur d'en face, le monde, ou tout ça, va nous répondre. Et après, je pense qu'aussi, effectivement, à partir du moment où on prend une position, où on est un personnage public, entre guillemets, où on s'exprime, on prend le risque, effectivement, qu'on se moque de nous. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu d'accepter que l'autre personne en face a le droit de jouer avec notre image, a le droit d'en rire, a le droit d'en faire ce qu'elle en veut. Et c'est notre image. Ça ne touche pas forcément à notre être profond. Et c'est là que c'est important d'arriver à mettre une distance entre ce dont on rit et soi-même. Et vous-même, quand vous mettez en scène, que vous écrivez, que vous mettez en scène et que vous jouez un spectacle autour de l'handicap, de votre handicap en l'occurrence, les auditeurs ne le voient pas, mais vous avez un handicap physique, vous avez un bras qui n'est pas aussi long que l'autre, pour le tourner comme ça. Est-ce que vous avez l'impression de faire quelque part œuvre sociale en vous tournant en dérision l'handicap? Est-ce que ça a un intérêt démocratique pour vous? Est-ce que vous favorisez le vivre ensemble, l'acceptation des minorités, les handicapés en l'occurrence? Est-ce que ça fait partie de votre démarche quand vous décidez de réaliser ce spectacle? Ça fait partie... non, j'ai pas envie de favoriser... Enfin, c'est compliqué ce truc. En fait, je me rends compte qu'il y a un problème avec la différence, point, qu'on est mal à l'aise avec ça. Et avec ce spectacle, j'ai envie juste de mettre les tabous sur la table, quoi, de faire un peu le bouffon quelque part avec ce truc en disant... Et puis même, juste, ça a été mon langage. J'ai pas pensé que j'allais en rire. J'ai pas dit, je vais faire des blagues avec ça pour le faire mieux accepter. Je pense juste que dans certains cas, ce qui est indigeste, enfin, ce qui est sérieux, dur comme ça, si justement, pour éviter que ça rentre trop dans mon histoire personnelle, je pense que j'ai dû faire ce détour-là de l'humour, amener un peu d'air comme ça dans la mise en scène, dans l'histoire, pour que le spectateur se sente pas non plus pris en otage par ce thème qui m'est très proche. Et même si c'était une manière à moi de mettre de la distance. Et je pense que l'humour permet ça, il permet de mettre de la distance entre le fait, l'événement, notre émotionnel. C'est comme ça permet le triangle en fait. Et pour ça c'est important, mais j'ai pas choisi de le faire, ça s'est fait naturellement. Vous disiez tout à l'heure, je n'aime pas les lois, vous le disiez de manière un peu caricaturale, je n'aime pas les contraintes. Cependant, dans votre parcours, est-ce qu'il n'y a pas un moment peut-être plus jeune où, ayant éventuellement subi des moqueries,
vous venez de pas dit, j'aimerais bien qu'on puisse interdire, ne fût-ce que ce type d'expression-là de l'humour qui m'est directement destiné, qui me blesse. Il n'y a pas un moment où on a envie de se sentir un peu protégé par la loi? Non, et bizarrement, j'aime beaucoup les gens qui rient de mon handicap, ça me rassure parce qu'au moins, et ça montre qu'ils l'ont vu et qu'ils sont pas en train de faire semblant qu'il n'y a rien. Donc ça me rassure beaucoup et on ne s'est pas beaucoup moqué de moi. Je pense que les gens, ils sentent quand on peut se moquer ou pas. Et je crois que si on s'était moqué, je me serais défendue, j'aurais fait mal. Et du coup, j'ai vraiment eu très rarement... J'ai une fois peut-être, et encore, c'est quelqu'un d'autre qui s'est moqué de moi. Et des fois, ce genre de moquerie, c'est tellement débile quand... En fait, j'ai pitié pour la personne en face parce que tu te dis mais comment elle doit être mal pour lancer ce genre de truc. Et du coup, ça m'a jamais posé de problème. En tout cas, j'ai pas de souvenir. Par contre, quand il n'y avait pas d'humour, là, ça peut faire plus mal. Éric de Beuquelard, vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, mais je crois que le mot à utiliser, se moquer. Moi, j'entends bien quand Maître Mouffe, et je suis juriste de formation, donc je le comprends encore mieux, dit il n'y a pas à faire une délimitation juridique entre humour gentil ou pas gentil. L'humour, il est ce qu'il est, il a raison. Maintenant, et ici je me situe dans un niveau plus moral, plus éthique, plus personnel, de se dire, je crois que, de fait, l'humour peut être mordant, il est mieux d'essayer que l'humour ne soit pas blessant. Et c'est pas parce qu'il est devant moi, mais il le sait, Pierre Kroll, mais c'est peut-être très personnel, même quand ce sont des choses qui touchent très personnellement à ma religion, et je dois un peu digérer 2-3 fois avant les voir. Pierre Kroll, je ne l'ai jamais ressenti comme blessant. Alors est-ce que c'est dû à lui ou est-ce moi qui adhère à son humour? Je n'en sais rien. C'est vrai que parfois, c'est comme ça, je ne vais pas me mettre en colère pour la cause. Il y a parfois des traits d'humour, en tant que responsable, en tant que religieux ou en tant que croyant tout simplement, que je ne trouve moins drôle et que je trouve même un peu plus blessant. Alors peut-être c'est pas pour ça qu'il faut les empêcher, mais en tout cas, je crois qu'on est toujours gagnant à titre personnel quand on essaye de faire rire, et c'est pas toujours réussi, mais de se dire, tiens, je peux mordre, je peux être taquin, mais être blessant, c'est encore autre chose. Et c'est pour cela que moi j'avais parlé de DSK. Évidemment, on peut rire de DSK. Dire qu'il a tout fait pour cela, peut-être, je n'en sais rien. Mais rire de quelqu'un qui est puissant, c'est une chose. Rire d'un homme qui est à terre, parce qu'il est tombé de son piédestal, parce qu'il est une victime facile, à un moment ça va. C'est vrai que moi, il y a un moment où je ne dis pas que pour ça je vais me mettre à pleurer, mais je suis un peu plus mal à l'aise. C'est ce que j'ai voulu exprimer. Pierre Kroll. J'ai le sentiment qu'on tourne autour, je ne veux pas dire du pot, comme si on avait peur d'y tomber, ou de chercher quelque chose, mais autour un peu d'une notion du bon et du mauvais rire, quoi, quelque part. Et là, je voudrais faire d'abord remarquer, avec des mots moins savants que le juriste, que de toute manière, l'humour, on ne saura jamais le codifier, on ne saura jamais légiférer sur l'humour. D'ailleurs, quand on a l'exemple de racisme, etc., c'est pour des propos qui soient humoristiques ou qui ne le soient pas. L'humour en tant que tel, ce qui est drôle ou pas drôle, c'est absolument incodifiable. Parce que s'il y a une définition de l'humour, c'est sans doute celle-là, c'est celle qu'à tout moment, il résistera quelque part. Dès que vous me direz à moi ou à vous, de ça tu ne peux pas rire, c'est la première chose qui va vous amuser dans la minute qui suit, immédiatement. C'est le rire dans un enterrement, c'est le rire politique sous les dictatures, c'est même le nonsense britannique ou le surréalisme belge. C'est une désobéissance au sens. On vous montre quelque chose qui n'a pas le sens que ça doit avoir, et c'est de l'humour, et ça crée cette distance. Donc ça, c'est pour dire qu'on ne saura de toute façon pas régler la chose, de dire ce qu'il y en est un bon et un mauvais. Par contre, il y a autre chose qu'on dit souvent aux enfants lorsqu'ils font un petit cadeau, ils n'ont pas de gros moyens, ou bien un criminel dont on cherche la motivation, c'est l'intention qui compte. Et je trouve que si on cherche souvent ça dans l'humour, on va trouver beaucoup de choses. C'est dans l'exemple que prenait Marie. Si moi je dessine, je l'ai déjà fait 10 fois, un handicapé dans une chaise qui ne sait pas arriver au bouton de l'ascenseur, mais en général, je fais ça pour quoi, moi? En général, pour une brochure, pour demander plus d'accessibilité aux handicapés. Je fais rarement ça dans un journal. D'abord, j'en connais pas qui a pour mission de se moquer des handicapés pour se foutre de leur gueule et les euthanasier éventuellement, comme dans certains régimes. Bon, donc c'est l'intention à chaque fois. C'est peut-être ça que, oui. Avec son sens de l'humain, reconnaissons ça aux hommes d'église, enfin certains, Éric trouve peut-être dans mon humour, c'est qu'au fond, il se dit à chaque fois, l'intention, elle n'est pas de... Alors, pour revenir à la question même du débat, faut-il donc plus
rire de tout pour plus de démocratie, c'est peut-être là aussi ça qu'il faut chercher, c'est-à-dire quel humour va faire avancer la démocratie. Je ne dis pas d'interdire l'autre, puisqu'on n'y arrivera pas, hein, l'empêcher, mais apprécier celui qui fait, il y a celui qui divertit, hein, bon c'est pas grave, mais celui plus mordant, est-ce qu'il est là pour casser les liens sociaux et la démocratie, ou pour quelque part en donner plus. Et je pense que vous verrez que dans la plupart des cas, c'est celui-là qui a lieu de citer. Dans l'autre cas, il est quelque part démoli par lui-même. Mais pas toujours. Il existe un humour. Vous savez, dans mon métier, on parle souvent de la censure comme s'il y avait des gros méchants, souvent très très à droite, qui vont empêcher de s'exprimer des comiques très sympas, souvent très à gauche. Il y a un condamné à mort dans mon métier. J'ai un collègue qui était condamné à mort en Belgique, qui s'appelle Ali Dor. Il était condamné à mort pour ses dessins politiques. C'était les dessins qu'il publiait dans Le Pays réel, le journal de De Grelle, collaborateur pendant la guerre. À l'issue de la guerre, on a condamné à mort certains collaborateurs, dont Ali Dor, pour l'arme qu'il utilisait, qui n'était pas un fusil. Il n'a pas déporté personnellement directement des juifs, mais il a fait des dessins qui faisaient l'apologie de l'idéologie naziste et il a été condamné à mort. Donc vous voyez que cette recherche de l'intention, elle est même en plus historique et elle dépend du camp dans lequel vous vous situez. Mais je pense qu'elle permet de comprendre beaucoup plus de choses. Alors je ne sais pas si nos orateurs veulent ajouter quelque chose à ce stade-ci du débat. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer la parole à la salle. Alors en faisant attention, on va essayer de prendre des groupes de 2 questions. Je vous demanderai de formuler votre intervention sous forme de questions si possible. Si vous voulez faire une réflexion personnelle, je vous demanderai de la limiter un petit peu dans le temps pour permettre à tout un chacun de s'exprimer. Et je vais prendre 2 questions d'abord de ce côté-ci de la salle pour favoriser la prise de son. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Radio Campus. Et ensuite 2 questions plus ou moins au milieu, puis 2 plus à gauche. Et si l'ingé son arrive en haut des escaliers, on vous donnera la parole également, messieurs, dames. Voilà. Qui veut poser la première question de ce côté-ci? C'est justement de l'autre côté. Alors, vu le nombre, voilà. Bon, madame. Alors, je vais faire signe à notre ingénieur du son en vous demandant de commencer par là. Non. Excusez-moi, là-bas. Madame, vous pouvez relever la main, comme ça on vous voit bien. On va devoir meubler quelque peu parce qu'il y a... On en profite pour dire bonjour aux auditeurs de Radio Campus. Ouais. Il n'y a pas de pub sur Radio Campus, donc on ne peut pas en balancer. Le micro se rapproche d'ici une seconde ou 2. Madame, c'est à vous. À qui voulez-vous vous adresser? Je m'adresse à n'importe qui, enfin un d'entre vous. Je voudrais qu'on me fasse la différence entre l'humour et la moquerie. Parce que j'ai l'impression qu'on mélange un peu les deux. Or, pour moi, il y a une très grande différence. Mais bon, je voudrais un peu avoir votre avis. Merci. Une deuxième question dans le même coin de la salle? Allez, on passe la parole, le temps que le micro fasse le tour. Je passe la parole aux orateurs. Qui veut répondre à cette question, la distinction humour-moquerie? Bernard Mouffe, est-ce qu'il existe des balises légales pour faire la différence entre les deux? C'est pas difficile. Il n'existe évidemment aucune définition légale ni du terme humour ni du terme moquerie. Donc il y a un certain nombre d'interdictions qui sont prévues par la loi en matière d'atteinte à l'honneur et à la réputation. Diffamation, calomnie, injure. Injure, ce n'est pas une insulte. Donc tout ça, ce sont des notions extrêmement délicates qui ont fait l'objet d'un certain nombre de décisions. Et dans chaque cas, il faut analyser ce qu'il en est. Au niveau juridique, il n'y a qu'un seul élément, un seul cas dans lequel le droit cite, non pas le terme humour, mais il autorise la parodie en matière de droit d'auteur simplement. Tout le reste de mon bouquin, qui fait quand même quelques pages, enfin qui est le résumé de ma thèse qui fait 1100 pages. Très drôle. Donc, commençant sur le terme humour et croyant que je n'allais faire en définitive qu'une application de ce petit article 22.6 de la loi de 94 en matière de droit d'auteur, je me suis rendu compte qu'il y a à peu près 300 décisions qui ont été rendues dans lesquelles un juge a été saisi, dans lequel une personne avait prétexté que l'acte qu'il avait réalisé était commis sous prétexte d'humour. Alors ça va de très très loin, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, vous avez fait un vol sous prétexte humoristique, vous avez déplacé une table, une chaise, vous l'avez mise dans un champ, vous avez, le juge a dû apprécier si oui ou non ce vol humoristique, ce qui n'est quand même pas prévu dans la loi évidemment, était admissible ou pas. Je vous passe les 300 décisions, pour ceux que ça intéresse, vous n'avez qu'à lire mon livre, qui coûte quand même très cher, ou plus cher en tous les cas qu'un livre. C'est moins gros, c'est moins gros.
Mais il y en a pour... Ça vous endort plus facilement, peut-être, sans doute. Mais donc, sur ces 300 décisions, ce qu'il y a de remarquable, c'est que vous pouvez quand même considérer que dans 95, voire 97% des cas, les juges, tous secteurs du droit confondu, donc le droit pénal, la moquerie, entre guillemets, l'injure éventuelle, l'atteinte à l'honneur, la réputation, le droit du travail, le droit social, le droit militaire. Vous avez eu un somptueux militaire qui a voulu faire une blague à son lieutenant et pour ça, il a retiré les plaques de Kevlar de son gilet pare-balles. Ouais. Bonne blague, sympathique. Heureusement, le lieutenant n'est pas mort, mais la juridiction militaire a considéré quand même que c'était une blague et que donc il devait ne pas du tout être poursuivi pénalement pour cet acte qui avait été causé. Donc, dans tous ces cadres-là, quand même, chaque fois, le juge apprécie si oui ou non l'humoriste est de bonne foi. Pour reprendre le critère d'intention de Pierre, il est évident que c'est ça le critère. Si la bonne foi préside à l'acte, en définitive, ça passe. Et qu'il y ait moquerie, qu'il y ait humour, qu'il y ait atteinte à l'honneur, à la réputation, diffamation, calomnie, injure, dénonciation calomnieuse, vous avez 25 000 arguments, eh bien dans tous ces cadres-là, si la moquerie est faite dans une intention, bonne intention, de bonne foi, à la seule fin de faire rire, dit le texte, eh bien, ou dit le juge, à ce moment-là, le juge pardonnera l'acte. Pierre-Paul, vous voulez contester? Oui, mais c'est-à-dire que je crois deviner dans la question de madame qu'elle pense, enfin, elle pourra corriger après, que, en gros, que l'humour c'est bien et que la moquerie ce ne l'est pas, parce que c'est plus méchant. Et dans la réponse du juriste, cette notion de bonne foi renvoie aussi quelque part à quelque chose de finalement gentil. Moi, quand je parlais que l'intention compte, il faut chercher l'intention, c'est pas en ne sauvant que l'intention qui consiste juste à faire rire. C'est aussi lorsque l'intention peut aller plus loin. Et bon, donc moi, la moquerie, je ne la rejette pas, elle fait partie de l'humour, mais j'appliquerai de nouveau le même raisonnement dans quelle intention. Donc par exemple, on va pouvoir se moquer du sacré, par exemple, ce que n'aime pas beaucoup forcément. Pourquoi? En général, pourquoi quand quelqu'un va se moquer du sacré, c'est pour dire, moi, je ne respecte pas le même sacré que toi, à un autre, et de dire, ça c'est mon droit, je vais appliquer mon droit de te dire, moi je ne crois pas en Dieu, ou je ne crois pas que Mahomet ait pris à la dictée ce qu'Allah a dit, ou je ne crois pas à la réincarnation. Et donc je me moque, je vais faire une blague sur les réincarnés, sur je ne sais quoi, et ça, ce sera vraiment une moquerie pour celui qui croit, et ce sera une moquerie avec une intention que je défends, parce que, tout simplement parce que si on ne s'était pas moqué de la première pensée que quelqu'un un jour a voulu établir comme sacrée, on en serait toujours à vivre tous avec la pensée de ce premier, et je ne sais pas ce qu'elle était, mais il devait être quasiment à poil avec des ours des cavernes autour de lui, et je suis content qu'on ait évolué. Mais je voudrais rebondir et prendre un exemple en autre sens, parce que je vous l'ai dit, il y a quelques décisions dans lesquelles les juges ont donné tort à l'humoriste, et c'est un bon exemple, puisque un auteur de théâtre belge a fait une revue comique, cette revue s'appuyant sur des textes du comique humoriste qui s'appelle Camille, et il a développé ça ici à Bruxelles et partout en Belgique, je crois, au Théâtre de Poche. Et il les a, dans cette revue comique, il a, en définitive, ou dans une interview qu'il faisait suite à la revue comique, il a dit qu'il s'agissait de Camille, l'humoriste, et non pas cet escroc de vendeur d'ordinateurs près de la chaussée de Charleroi. Et dans ce cadre-là, il s'est fait poursuivre, évidemment, par le commerçant qui a dit c'est une moquerie inadmissible. Et le tribunal a suivi effectivement le commerçant en disant que l'humoriste, tout humoriste qu'il soit, entre guillemets, ne peut pas profiter d'une pièce de théâtre, d'une parole qui lui est donnée pour régler ses comptes personnels avec tel ou tel. C'est-à-dire qu'ici, en l'espèce, il avait dépassé la limite admissible. C'était une moquerie personnelle qui n'était plus faite pour faire rire, mais simplement pour se moquer à bon escient, et parce que c'était pratique, il avait la parole d'un commerçant qu'il avait, pour raison bonne ou mauvaise, en travers de la gorge. Bernard Armouf, c'est surprenant ce que vous dites, parce qu'il y a des comiques célèbres qui ont fait carrière sur la moquerie. Je prends l'exemple de Guy Bedos, qui peut passer 3 heures sur scène à lire des fiches, où il passe en revue tout ce qu'il déteste et il tire à boulet rouge dessus. Comment se fait-il que, dans ce cas-là, le jugement était dans ce sens-là, alors que Guy Bedos sévit depuis plusieurs dizaines d'années? La justice est humaine. Éric de Beuquelard. Non, mais je rejoins l'idée d'intention. Petite parenthèse vis-à-vis de Pierre Kroll, j'ai tellement peur qu'on se moque du sacré qu'il a quand même accepté 2 fois d'illustrer des livres que j'ai commis, ce qui montre bien que nous n'en avons pas si peur que ça, ni lui ni moi. Pas que c'était pour m'acheter, pour pouvoir se servir de ça un jour. Je n'ai pas été assez attentif. Non, c'est pas juste pour te montrer que j'ai pas tellement peur de ton humour. Mais j'ai bien aimé ce que Marie avait dit en disant que quand quelqu'un se moque de vous,
Je crois aussi que la véritable attitude, au lieu de se sentir, c'est pas toujours facile, se sentir atteint, mais c'est de renvoyer la moquerie, de dire mais qui es-tu? Quelle tristesse de devoir ainsi vouloir m'écraser. Et c'est très différent évidemment de la moquerie institutionnelle, professionnelle, qui veut faire passer un message sur les religions ou sur toute autre chose, qui elle est portée par une intention. Moi, ce qui me... Là, en entendant tout le monde parler, ce que je me dis, c'est que c'est fou. On essaie toujours de... Pourquoi on va chercher à l'extérieur quelqu'un pour nous défendre si on est blessé par quelque chose? Je trouve ça assez aberrant, en fait, tout ce système de loi, de machin pour nous défendre d'une moquerie. Mais lève-toi, défends-toi ou passe ton chemin parce que tu trouves que ça n'en vaut pas le coup. Mais je trouve ça assez fou, en fait. Et pourquoi on cherche quelqu'un pour nous dire c'est quoi la définition de moquerie ou d'humour? Pourquoi on peut... C'est dingue comme on cherche toujours les réponses à l'extérieur, en fait, au lieu de se dire ma version elle est quoi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un problème avec les lois. C'est comme si on cherchait à l'extérieur comment on doit penser, comment on doit faire pour bien vivre. Mais les réponses elles sont différentes pour chaque personne. Et du coup c'est un peu ça qui... Marie, vous avez totalement raison, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas nécessairement votre force. Et il y a des personnes plus fragiles que la moquerie peut aussi écraser. Bon, c'est comme ça fait partie de la vie, mais il faut le savoir, tout le monde n'a pas forcément votre force. Oui, ça je suis d'accord, mais cette société... si on continue à demander à quelqu'un d'autre de nous défendre, si on fonctionne dans ce système où depuis tout petit on nous dit ça c'est bien, ça c'est mal, forcément on ne va pas se forger son caractère non plus. Donc c'est de trouver un équilibre là-dedans. Oui, je suis assez d'accord. Ça rejoint un peu ce que je disais avec le détendez-vous. C'est essayer d'apprendre aux gens aussi à se défendre. Moi, j'ai une page Facebook où des gens commentent régulièrement mes dessins. Il faut voir, en général, ils ne disent pas tellement... il y en a un ou deux qui disent que c'est drôle, et puis un qui n'aime pas. Puis on parle très peu du dessin. En fait, les gens se lancent dans le débat que j'avais lancé par le dessin. Ce qui est très bien comme ça devient une plateforme. Et bon, ce n'est plus parler du dessin d'humour. Et un jour, lors d'un dessin, évidemment, parmi d'autres qui devait toucher de près ou de loin, je ne me souviens plus du dessin à l'islam, en l'occurrence, il y a une personne qui m'a écrit. Ça m'a vraiment touché, ça fera plaisir à Eric, même si c'est pas sa religion. Cette personne m'écrivait, j'ai une femme et des enfants, je suis musulman et je préfère le prophète à ma femme et à mes enfants. Alors quand on lit un truc comme ça, on se dit, oulala, le gars il est loin, bon, on peut dire il est con, on peut dire il est dangereux, il me fait peur, on peut dire toutes sortes de choses comme ça, mais en tout cas, moi j'entends ça. Je vais pas tout de suite simplement le disqualifier parce qu'il a à propos que moi je n'aurais jamais. Je l'entends ça. Et tout ce que j'ai envie de lui dire, c'est: écoute mon gars, moi j'ai pas envie que tu souffres dans la vie, parce que de prime abord, par défaut, je t'aime bien, et j'ai pas envie que tu souffres. Or si tu penses comme ça, tu vas jamais réussir à faire que 6,5 milliards de gens sur cette planète ne fassent jamais un truc qui te déplaît à propos de ton prophète, méchamment ou pas méchamment, exprès ou pas exprès. Donc détends-toi, oublie ça, ne nous le fais pas savoir tout le temps. Donc c'est la même chose de façon non violente aussi que je plaide, c'est essayer de laisser passer. Mais je suis assez d'accord avec Eric quand même que il y a des gens plus faibles que d'autres dans la vie, et qu'on a très souvent, on s'est très souvent moqué des Noirs par exemple, en rajoutant la moquerie de dire: n'est-ce pas que ça t'amuse, regardez comme il est drôle, il rit de lui-même quoi. Hein, bon, je m'étonnerais que le type rit du fait qu'il est noir, c'est pas très normal, ça, il rit ça pour vous faire plaisir. Oui, puis seul face à un groupe c'est aussi compliqué. Voilà. On est plus vulnérable, mais quand même quand j'entends ça, ça me marque, comme on cherche souvent à l'extérieur. Question suivante. Là, il y en a deux, donc je vous laisse percher, hein, mais... Monsieur, vous pouvez lever la main ici. Attendez, 30 secondes qu'on approche le micro, s'il vous plaît. Voilà, on vous écoute. Je voudrais réfléchir sur l'étymologie du mot sarcasme, une moquerie méchante qui cherche à blesser. Pourquoi est-ce que des mots comme cercueil et sarcophage ont exactement la même racine grecque? Sarx, que veut dire sarx en grec? Sarx, c'est la chair, je crois. Ça veut dire la chair, oui. Très bien. Et donc, c'est blesser quelqu'un, même la chair, avec sadisme pour lui faire mal. On sait qu'il est faible, on fait une exécution sociale, on l'humilie devant tout le monde. Et donc, l'intention est très importante. J'ai envie de faire le plus mal, c'est une moquerie méchante. Elle vise à démolir quelqu'un. Je le sais, fragile. Et donc, c'est l'intention, là, je rejoins. Je ne veux pas prolonger mon intervention. Non. Merci malgré tout. La parole derrière vous. Une autre main s'est levée. C'est le parcours du combattant pour le perchman, la perchwoman. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs.
Oui, voilà, je trouve quand même que dans ce qui passe dans les médias, et en particulier les caricatures quotidiennes, il y a deux styles d'humour aussi. Il est probablement du même type pour ce qui est de la fabrication du gag, mais c'est celui qui vise un individu et celui qui vise une foule inconnue, voire une partie du monde, que ce soit la religion, que ce soit un autre critère. Et bon, personnellement, dans l'année terrible où il a fallu arriver à constituer un gouvernement, je n'ai pas fait le décompte des dessins de Kroll et des dessins de Clou dans la Libre qui ont caricaturé Bart de Wever, par exemple. Mais ici, on est dans le registre de la personne unique, ciblée, je veux dire, et je trouve que s'attaquer au physique des personnes, c'est quand même quelque chose de très insupportable, même pour De Wever. Oui, je connais cette critique. Je ne peux que m'interroger sur la licence, la liberté qui est donnée à mon métier de faire ce qu'effectivement, lorsque j'étais petit, on me disait de ne pas faire. On m'a toujours dit on ne se moque pas du physique des gens et on me paye pour le faire. Mais on m'a toujours dit aussi on ne regarde pas les femmes toutes nues. Il y a des gens qui sont médecins et qui commencent la médecine pour ça. On m'a toujours dit on ne fait de mal à personne, les dentistes n'arrêtent pas. On m'a dit il y a une quantité de choses qu'on n'est pas censé faire et qu'après professionnellement on fait. Et moi je ne me sers jamais. Alors là on est bien dans la question de l'intention. J'ai dû faire des milliers de dessins. Il n'y en a pas un seul qui aura pour seul but et pour seule intention de me moquer du physique de la personne. Je mets cette personne en scène et je sais bien que la NVA, le parti de Bart de Wever, m'a qualifié avec trois autres, un petit groupe peu nourri. C'est Philippe Geluc et le dessinateur Jean Quatremer, le journaliste français Jean Quatremer de Libération. Nous avons été classés comme les trois les plus anti-flamands qui soient. Je vous jure que je ne me ressens absolument pas dans cette définition parce que une professeure à la retraite, j'espère qu'elle était anticipée, de l'université d'Anvers, a analysé l'émission Mise au point du dimanche, qu'elle a comparée à Radio Mille Collines quant à ses objectifs. Et elle a listé tous les dessins que j'ai faits de Wever. Elle n'a pas compté combien j'en ai fait d'Elio Di Rupo, c'est-à-dire environ 20 fois plus. Mais elle a compté tous ceux que j'ai fait de Wever, et à chaque fois il était gros, il était souvent jaune et nationaliste. Alors moi je ne sais pas comment je pourrais représenter ce type mince, maintenant bien socialiste et rose, quoi. Bon, il faut qu'on comprenne aussi mon dessin. Donc moi j'assume tout à fait ça. Je pense qu'il y a d'ailleurs peu de caricaturistes qui feront des dessins dont le seul but sera de se moquer du physique. Mais c'est vrai que chez nous on passe par ce moyen et on y met un peu la méchanceté qu'on veut. Lorsqu'on va dessiner un gros méchant qu'on n'aime pas, Adolf Hitler, on va essayer de ne pas le montrer comme le plus beau des peintres romantiques. Mais je peux vous dire que lorsqu'on a vraiment envie d'être méchant envers quelqu'un, on préfère qu'on ne pas le dessiner du tout. Et je crois que j'ai peut-être une ou deux fois de ma vie dessiné du trou, et en général sans perdre de temps à le rendre semblant. Donc voilà, je peux pas. Si c'est vraiment désagréable, et je crois que c'est un mode d'expression, la caricature qu'il ne faut pas regarder. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Alors, si ça vous dérange, ne regardez pas. Mais cela dit, peut-être que De Wever a maigri à cause de moi. Ou grâce. Grâce. En parlant de grâce, je passe la parole à non, mais en tout cas, je crois que il est bon aussi. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. C'est aussi un peu dans ce sens-là que j'ai appliqué les choses. Autant je disais, réfléchissons à l'humour que nous pratiquons, mais réfléchissons aussi à nos réactions sur l'humour. Je suis un homme religieux, je vous apprends rien. Je suis chrétien, je vous apprends rien. Mais bon, si Pierre Kroll ou un autre fait une caricature sur Dieu, je peux la trouver drôle ou pas drôle, ça c'est une chose. Mais si je pense que le créateur du ciel et de la terre est offensé par un dessin, je crois que j'ai un problème aussi par rapport à mon image de Dieu. Dieu est quand même un peu au-dessus de cela. Et ça, c'est un travail que nous devons tous faire à d'autres niveaux. Vous êtes un socialiste convaincu, on peut se moquer de tout sauf du Parti socialiste, mais attendez, je prends un exemple comme un autre. Donc, je crois que là aussi, le renforcement moral ou spirituel, nous devons l'appliquer à nous-mêmes. Et ça, je crois que Marie l'a redit. Tout le monde n'en est peut-être pas capable de la même manière. Je peux comprendre que quelqu'un qui est très malheureux, très complexé, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de moyens, est plus difficile à le faire. Et c'est peut-être celui vers lequel nous devrions
pratiquer moins d'humour, en tout cas moqueur, dans un premier temps en tout cas, mais ça c'est un appel plus moral que juridique. Mais d'un autre côté, comme ici, il n'y a que des gens très intelligents et très formés, je crois qu'aussi il faut de temps en temps un peu se blinder dans le bon sens du terme, et je le dis pour moi en tout cas comme religieux. Bien, je propose qu'on balaye progressivement par là. Alors encore une question ici devant, juste derrière vous, madame en l'occurrence, monsieur, voilà. Et je vais prendre la question de madame dans la foulée, comme voilà, ça. Merci beaucoup. Moi, j'ai un petit problème de fait de mon appartenance à deux cultures. Hein. Je suis arabe d'origine et je suis belge européen. Et il y a certaines choses que je n'arrive pas à bien assimiler. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de vous ridiculiser? Vous avez dit, vous les juristes, vous avez dit qu'un employé ou un ouvrier peut ridiculiser son patron. Non. Maintenant, vous avez pris la parole maintenant. Est-ce que j'ai le droit de vous ridiculiser? Quelle est la définition de ce mot, rendre quelqu'un ridicule? Et ce qui est plus grave, le faire quand cette personne est absente. Tantôt à la radio, j'ai entendu des blagueurs, ceux qui présentent l'émission entre 16 et 17 heures, parler de quelqu'un en disant il est tellement gros, on dirait qu'on l'a enfermé dans une pièce avec des hamburgers, des choses comme ça. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, est-ce qu'on peut toucher à des généralités, à des croyances? Oui, on peut rigoler parfois, même les musulmans. Écoutez, moi, il y a un musulman qui m'a raconté dernièrement une blague. Comment est-ce qu'on fait changer un musulman de religion? Pendant qu'il prie, il est à terre, on lui donne un coup de pied au cul, il se lève en protestant. Voilà, ça nous fait rire. Et ça, c'est un musulman qui l'a raconté. Mais maintenant, si je dis à mon père ici présent, comment je fais changer un catholique de religion? Vous êtes devant la croix, je vous pisse dessus et vous vous levez en protestant. Il y a quand même certaines limites. Et c'est ces limites-là que nous devons protéger la société, protéger les autres, protéger les faibles. Combien d'enfants dans les écoles n'ont pas de problèmes parce qu'ils sont gros? On les envoie chez des psychiatres, etc. C'est-à-dire, c'est beau la liberté, je suis pour la liberté, mais quand même, il faut que la société protège les autres, les faibles, ceux qui se sentent mal à l'aise. Quand moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je suis blindé. Mais quelqu'un qui vient d'arriver, par exemple, d'un pays étranger, et qu'on le traite de sale arabe, de sale musulman, et regarde, et qu'on l'appelle Ben Laden, ou qu'on l'appelle ci et ça, eh bien, c'est blessant. Et c'est cet humour-là qu'il faut pas interdire, mais il faut faire de l'autocensure en tant qu'humoriste et éviter tout ce genre de... Attendez, Pierre Croll, vous permettez 30 secondes, parce que pour éviter que notre ingénieur du son ne perde un bras à force de percher, je propose d'avancer le micro jusqu'ici, parce que madame qui est juste devant monsieur avait également une question, et on les prend par groupe de deux. Alors, on vous écoute, madame. Ah, je veux parler. Oui, mais on a parlé des personnes, justement, ça rejoint un tout petit peu, des personnes plus faibles, qui ne sont pas formées. Moi, il y a une chose qui me froisse parfois, c'est à la radio ou à la télévision, aux heures où les enfants peuvent être à l'écoute. Et je vais dire un exemple qui m'a froissé de Pierre Croll, parce qu'en général, les blagues, je les oublie très facilement, mais ça m'est resté très fort, alors que c'était pas tellement, c'était pas offusquant. La première fois que je l'ai entendu, j'ai bien ri. Entre 5 et 6 heures, il imitait des versets de l'Évangile. Donc en Marc 5, 6. Et alors la première fois, j'ai ri. Puis quand je l'ai entendu la seconde fois, je me suis dit, oui, si mes petits-enfants entendent ça, eux qui ne sont pas très versés dans l'Évangile, etc., de la façon un peu sarcastique, disons, ou bien bon, ce qu'on veut, eh bien, ça peut... Les décontenancer parce qu'ils ne sont pas formés, justement. Pierre Croll propose de répondre aux deux questions. Dans l'ordre que vous voulez. Mais sur la première, je pense que Bernard Mouvra a sans doute un avis important. Moi, je pense que je vous comprends tout à fait, mais je pense que c'est à la société de réguler ça. Ce que je dis, c'est que je ne vois pas comment une loi va pouvoir le faire. Dire à quel moment cet humour s'arrête d'être bien ou pas bien. Pas pour vous, madame, ça c'est plutôt pour monsieur. Je pense que c'est...
je pense que vous ne pourrez pas empêcher sur la Terre qu'il y ait quand même des salauds et des gens qui sont meilleurs que ça. Et qu'il y ait des... On revient à la question de l'intention. Je pense que c'est la société qui doit régler ça et qui doit, entre nous, sans qu'il y ait des lois, faire que celui qui va avoir un humour raciste sur quelqu'un ne fasse pas rire les autres. Parce qu'il faut être plusieurs pour rire. Si le type rit tout seul d'un arabe et qu'il n'y a personne d'autre autour qui rit avec lui, c'est pas très bien, c'est pas très dangereux. Donc, je vois, c'est pas très malin peut-être comme réflexion, mais je pense que c'est... l'humour est aussi souvent un hommage à la liberté. Non seulement il permet d'en gagner et tout, mais il est un hommage. Marie parlait du handicap. Tout à l'heure, on parlait de l'obésité de Bart de Wever, qui frôlait franchement le handicap à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'était limite. Non, mais c'est vrai que c'était limite alors de s'en moquer, enfin de le dessiner comme ça. Mais vous prenez l'homosexualité de notre Premier ministre. Moi, je la connais depuis 30 ans. J'ai jamais dessiné là-dessus. J'ai toujours jamais dessiné là-dessus comme un objet de moquerie. Absolument pas. Mais à une époque, c'était, si je l'évoquais dans un dessin, ça aurait paru être l'objet de mon dessin, simplement. Aujourd'hui, qu'elle est beaucoup plus admise, qu'elle est connue de tous, qui s'en est expliqué, je peux évoquer cette homosexualité comme un des éléments intervenant dans le dessin. Il a fait sa première guerre au Mali, puisqu'on a envoyé 75 soldats là-bas, je l'ai fait un peu coquet, parce qu'il est coquet, c'est pas lié à l'homosexualité d'être coquet, il se fait qu'il est en plus coquet. Bon, beaucoup y ont vu une petite allusion à ça. Je ne la cache pas, elle est un peu là, mais on peut le faire. Je trouve que tout ça, c'est une sorte d'hommage au fait que aujourd'hui, moi je ne vois absolument aucune différence entre un homosexuel et un autre. Donc je pense que voilà, on rentre dans des brèches et on les maintient. Alors la lecture d'évangile, c'est un peu la même chose, c'est de la liberté prise. Je me suis déjà beaucoup expliqué là-dessus, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit en disant vous n'oseriez jamais faire ça avec le Coran, déjà par exemple. Alors ça c'est vrai, j'oserais pas, parce qu'effectivement je n'ai pas la culture du Coran comme j'ai celle des évangiles. Et donc ce que je dirais à vos petits-enfants surtout, c'est que moi je pense vraiment faire le contraire, je les appelle à lire les évangiles. J'ai d'ailleurs mon confesseur ici, non, parce que moi pour produire cet humour-là, je vous assure que j'ai relu en tout cas les 4, un peu moins les apocryphes, confesser, Pierre, oui. Lu et relu. Et je vais juste vous raconter un peu pour qu'on s'amuse aussi comment ça m'est venu. C'est-à-dire que dans cette émission, le jeu des dictionnaires, dont vous parliez, on devait tellement produire de l'humour sur tout. Je veux dire, il y a un moment où c'est industriel, quoi. On doit tout le temps fournir des choses amusantes. Et je ne sais plus à quelle occasion, j'étais retombé sur un extrait d'Évangile et je me suis dit, pour définir un mot qui n'était pas apotropocaïque, mais quelque chose du genre, je me dis, j'ai expliqué que ça c'était un prêtre débutant, quoi, qui ne savait pas encore très bien dire la messe et qui donc venait lire un extrait d'Évangile sans penser qu'il ne fallait pas lire tout haut. Marc 3, 4, 2, 5. Et lui, il le faisait. Et je vois comme aujourd'hui, moi je lis un texte, mais j'avais rien changé, j'avais même pas pris le plus drôle. Et tout le monde rit, parce que je dis 5, 2, 5, 3. Et je me dis, étonné comme vous, enfin, c'est vachement sacrilège quand même, les gens sont en train de rire des évangiles. Petite différence avec le Coran, ce n'est pas un texte dicté par Dieu, les évangiles. C'est des gens qui ont dit que, on leur a dit que. Bon, pourquoi est-ce que Pierre Croix ne ferait pas partie de ceux qui disent aussi on m'a dit que, hein, bon. Et alors, j'ai été les relire, je vous jure, et j'en ai trouvé qui étaient drôles sans rien changer. Je me souviens bien un texte, alors je ne sais plus la référence, Marc, qui était c'est la pêche miraculeuse. Jésus voit revenir les pêcheurs, ils sont tout penauds, ils viennent avec leur barque, ils ont 5 malheureux poissons, et non, c'est un où j'avais rajouté quelque chose. Non, il y a d'abord la guérison du sourd et muet. Donc, on envoie un sourd et muet à Jésus, il prend du sel ou du sable ou je ne sais plus quoi, il lui met sur la langue comme ça. Bon, le gars est guéri, et Jésus lui dit va et n'en dis rien à personne. Va et voilà. J'ai rien ajouté, moi. C'était écrit comme ça. Le gars, il y a 30 ans qu'il ne sait pas dire un mot, là, qu'on le guérit, on lui demande de la fermer. C'est quand même assez lourd. Voilà. Ça fait rire. C'est juste, hein. La semaine suivante, je trouve un extrait où j'ajoute très peu. Et ça, c'est la pêche miraculeuse. Les 2-3 pêcheurs reviennent avec leur barque, ils n'ont rien que 2-3 poissons. Jésus dit, mais attendez, moi je vais vous aider, on va repartir, où étiez-vous? Ils remontent sur la barque, ils s'en vont, ils retournent au même endroit sur le lac, il dit, ah, c'était ici qu'on a pêché. Et Jésus dit, bon, eh bien maintenant, jetez les filets. Alors il y a Pierre qui dit, on n'a déjà pas beaucoup de poissons, est-ce qu'on peut pas jeter les arêtes et garder les filets? Bon, enfin, c'est pas grand-chose. Voilà. Mais après, j'en ai inventé tout le temps, mais j'ai jamais été plus sacrilège que ça. Alors, il y en a pour qui c'est insupportable, parce que c'est en tout cas iconoclaste, quoi, on va dire. Mais ça n'a jamais été plus loin que ça, et je crois en avoir parlé un jour avec Eric, était-ce toi ou un de tes confrères, si on peut dire, qui m'a dit, j'en ai entendu beaucoup, et jamais dedans vous ne transformez la personne de Jésus en un voleur, un violeur, tricheur ou menteur, quoi. Ça reste un gars qui se balade avec une douzaine de types qu'il a choisis parce qu'ils n'étaient pas très malins, en se disant que s'il arrive à leur expliquer quelque chose, tout le monde comprendra. La perche est tendue, Éric de Bocquelaire, la parole est à vous.
Mais d'abord, par rapport à vous, monsieur, je crois que de fait, il y a dans la société une série de gradations. Il y a le droit, on nous l'a expliqué. Après ça, il y a peut-être ce qu'on peut appeler la discipline interne. Un surveillant verrait qu'on se moque tout le temps d'un élève parce qu'il est arabe. Ou je crois que si ce surveillant laisse faire, alors que ici, on voit bien qu'on s'acharne sur quelqu'un, il n'est pas à sa place. Et bon, après ça, il y a peut-être la déontologie, on est jusqu'où. Vous voyez, et puis, il y a quand même, je dis, bon ben voilà, il y a des choses qui peuvent être de mauvais goût, mais que nous devons tous pouvoir digérer. Par rapport aux scénettes de l'Évangile, je ne les ai pas toutes entendues, mais j'en ai entendu beaucoup. Ben, d'abord, ça montre bien, et c'est un truc plus personnel que Pierre Kroll, bien qu'il soit, mais l'Évangile, j'ai rarement rencontré un humoriste qui est tellement pris par le sujet religieux en restant à distance, mais il n'y a pas une actualité dans Le Soir, je le lis tous les jours, il n'y a pas une actualité qui passe de près ou de loin sur un sujet religieux qu'en général le dessin de Pierre Kroll se fasse là-dessus. C'est quelque chose qui le préoccupe beaucoup. En soi, je trouve ça sympathique. Ce qui parfois crée chez des catholiques, et j'ai parlé avec beaucoup de catholiques. C'est vrai que moi, l'histoire des évangiles, mais c'est plus personnel, ça ne m'a jamais... Bon, parfois, je me dis, là, il va un peu fort, mais ça c'est... Mais je ne me suis jamais dit, il exagère ou quoi. Mais, oui, j'entends bien. Attendez, je vais venir aux enfants, mais déjà, j'en ai déjà discuté. Parfois, des chrétiens, des catholiques n'étaient pas du tout d'accord avec moi à propos de choses que tu faisais. Je te défendais, tu vois. Ouais. Hein? Mais c'est vrai que parfois, et c'est peut-être à tort, mais parce que l'Église catholique a été la religion dominante, et les dominants sont toujours un peu respectés, qu'aujourd'hui elle l'est beaucoup moins, et que parfois on s'en donne peut-être à cœur joie parce qu'il y a beaucoup d'anciens catholiques. En tout cas, certains catholiques ont l'impression qu'on s'acharne un peu sur eux. À tort ou à raison, cela explique aussi peut-être une hyper-réactivité. Et voilà, je la livre, c'est un perçu subjectif. Alors, vis-à-vis des enfants, oui, je comprends, mais c'est vrai que là, je mets ma casquette de curé, de prêtre, je dis, c'est une bonne occasion de fait de leur dire d'un peu plus relire les évangiles. Et je crois que ça, c'est vraiment... Non, vous me regardez comme ça, mais je dis, je pense que... Petite histoire personnelle, j'étais encore séminariste et je me rappelle que un dimanche matin, on me réveille, j'avais certainement été à la messe le soir, parce que comme séminariste, j'allais à la messe quand même, je vous rassure. Mais donc, on me réveille parce que j'étais seul dans la maison de mes parents, on sonne, et puis je me lève de mauvaise grâce, en peignoir, les cheveux en pétard. Et il y a deux braves personnes qui sont devant moi, c'est deux témoins de Jéhovah, et qui commencent à me dire, on vous annonce que le loup va marcher avec l'agneau et qu'un enfant les conduira. Et moi, dans un demi-sommeil comatique, je dis, ah oui, ça, c'est le prophète Isaïe. Alors, les deux bonnes femmes qui voient un jeune gars d'une vingtaine d'années qui leur cite l'évangile, enfin la Bible, parce que ça, c'est l'Ancien Testament de mémoire, et qui ont eu une réaction. Ah, vous êtes protestant. Un jeune qui connaît les Écritures, ça ne peut pas être un catholique. Alors, je dis ça pour bien vous montrer, je crois que c'est une occasion pour les jeunes catholiques de se dire, redécouvrez un peu vos Écritures sacrées. Je crois que vous apprendrez à mieux les comprendre. Bien, je vois que l'heure avance. Bernard Mouffe, je vais vous passer la parole pour répondre à la première question. Soit vous en souvenez, soit je vous la rappelle. S'il peut me ridiculiser, oui, évidemment. Non, mais sur la réponse, évidemment, je suis singularisé parce que je suis ici devant vous. J'exerce une forme d'autorité, entre guillemets, donc évidemment, je dois être ridiculisable, si on peut utiliser ce terme barbare. C'est évidemment l'objectif même pour rééquilibrer la relation que nous entretenons, vous et moi. Je vous rends attentif à deux choses quand même sur cette logique de ridiculisation. Un certain nombre de juges considèrent qu'il y a l'acquiescement de la victime qui justifie l'humour. Un petit peu de la même logique qu'en matière de sport violent. On ne poursuit pas un boxeur pour coups et blessures parce qu'il envoie son poing dans la gueule de son voisin. La victime est censée accepter le risque lié à cet exercice violent. Ici, c'est un peu le même principe. On est tous d'autant plus ridiculisables qu'on rentre dans cette logique d'autorité. Et sur la même logique, mais un petit peu différente, pour revenir sur un petit peu ce qui a été dit et sur ce que Marie a dit aussi, surtout sur la question de l'image, j'ai discuté du même sujet, qui est un petit peu un sujet que je trimballe quand même, avec une juge d'instruction qui a un handicap léger, mais un handicap quand même, et qui s'offusquait de ce que les personnes qui étaient convoquées devant elle avaient l'habitude de se moquer. Elle avait des surnoms liés à son handicap. Et elle le vivait mal, évidemment, parce qu'elle estimait que c'était de la moquerie et non pas de l'humour. On ne se moque pas, on ne fait pas de l'humour dans le cadre de cette relation-là. Et je lui ai expliqué, simplement, elle a très vite compris qu'en fait, la moquerie,
était en fait une manière de déguiser le rapport d'autorité qui était extrêmement bancal, puisqu'à partir du moment où vous êtes convoqué devant un juge d'instruction, vous êtes en déficit d'autorité, hein, vous tombez sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous fait la leçon et qui, en plus de ça, vous impose la logique de la loi, et que leur moyen de rééquilibrer ce rapport d'autorité, c'était de se moquer du handicap. Donc ils ne se moquaient pas du handicap en tant que tel, ce n'était pas une critique personnelle, c'était une critique en tant que juge, en tant qu'autorité qu'il détenait dans ce cadre-là. Et donc il faut clairement faire la distinction entre la moquerie liée à récupérer cette autorité, et on le voit bien par exemple, si vous avez une famille avec un enfant handicapé, les parents vont plus s'occuper de la personne handicapée, qu'il soit moral ou n'importe quoi, ou qu'il y ait des déficiences au niveau scolaire, ils vont mettre plus d'attachement dans ce cadre-là, et à un certain moment, l'enfant qui sera délaissé va se moquer du handicap pour essayer de rééquilibrer le jeu. Il faut accepter ce principe-là, sinon, parce que l'humour, justement, rééquilibre dans la relation familiale cette relation. Et les parents doivent simplement se dire, on en fait trop. Il se sent délaissé, c'est pour ça qu'il se moque, qu'il a de l'humour, et cet humour est légitime. Il faut essayer de retrouver cette légitimité. Et dans ce cadre-là, la personne handicapée, la sœur, le frère, ne considérera pas du tout que son frère ou sa sœur se moque méchamment de lui, puisqu'effectivement la relation familiale prime la relation de moquerie. Et il faut chaque fois analyser, si on fait ce travail d'analyse, on se rend compte qu'en définitive, très rarement, l'humour est méchant, comme on a l'air de le dire, hein, le bon humour et le mauvais humour. Toujours, il exprime quelque chose, et cette expression-là est fondamentale. C'est pour ça que vive le droit à la liberté d'expression. Je vous l'ai dit, c'est un droit à la liberté d'expression, ce qui veut dire que vous êtes non seulement libre de vous exprimer, mais si on vous interdit de le faire, par exemple en matière de blasphème, vous avez le droit en Belgique d'aller devant un tribunal exiger que la personne qui vous interdit de parler soit mise au trou. Hein. Non, c'est pas vrai, hein, c'est une blague, mais je veux dire par là, ce droit, c'est ça le terme droit. Vous avez le droit d'aller devant le juge pour interdire des censures, quelles qu'elles soient, en ce compris l'interdiction qui vous serait faite de faire de l'humour. Merci. Alors, entre-temps, on m'a signalé qu'on pourrait prolonger le débat un petit peu. Donc, à 21h45, on va clore le débat. Il nous reste donc encore une petite vingtaine de minutes. Je propose de continuer à balayer la salle dans ce sens-ci. D'autres questions? Je vois 3 mains, 4 groupées. Donc, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir prendre tout le monde. Votre main a été levée, la première, depuis tout à l'heure. Voilà, on vous écoute. Monsieur. Alors en fait, j'ai l'impression qu'il y a 3 questions. Moi, je trouve qu'il y a 3 questions importantes dans la question du droit à l'humour. On en a traité 2 assez largement, et il y en a une qu'on a peut-être juste mentionnée en filigrane. Donc la première, c'est le droit individuel à l'humour. Est-ce qu'on peut vraiment rire de tout, et les questions éthiques ou morales qui sont liées à ça au niveau personnel. Ensuite, il y a la question du droit. Donc, est-ce qu'on a vraiment le droit, dans la place publique, de rire de tout? Et là, évidemment, je pense que dans la législation, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on peut rire de tout. C'est la manière dont on le fait qui est importante. Est-ce qu'elle est discriminatoire? Est-ce qu'elle incite à la discrimination? Mais il y a un troisième aspect de l'humour. En fait, l'humour, est-ce que c'est pas aussi un symptôme social et politique qui convient d'analyser pour essayer de comprendre qu'est-ce qui amène certaines personnes à faire de l'humour qu'on considère déplacé et qu'est-ce qui amène certaines autres personnes à le prendre mal. Donc, par exemple, est-ce que, par exemple, le fait que certaines communautés musulmanes réagissent mal à certaines caricatures viendrait de l'exclusion qu'on leur inflige dans nos sociétés? Le fait qu'ils ont souvent, pour plein de raisons, dans certaines communautés, moins d'égalité des chances et qu'ils se sentent difficilement reconnus à plein titre comme culture pleine, riche et qui a beaucoup de choses à nous apprendre dans une culture majoritaire comme la nôtre. Et donc, ce sentiment-là d'infériorité que nous, on leur impose, parce que nous, on est arrogants dans notre culture majoritaire, peut-être que c'est ce qui explique ces embrasements-là quand on dépasse la limite que eux veulent fixer. Et donc, évidemment, il y a des choses dont on rit et des choses dont on rit pas. Nous, il y a plein de choses dont on rit pas et on voudrait qu'aucune autre culture rit des choses qu'on valorise. Il y a des choses qui sont
si on veut, sur lesquels il y a une unanimité. Il y en a d'autres qui, même dans notre culture, font débat. Mais ce qui est plus important, à mon avis, que de réglementer, de l'interdire, c'est de plutôt comprendre c'est quoi les symptômes et qu'est-ce que politiquement on peut faire pour limiter les réactions négatives ou pour limiter l'humour qui est déplacé à l'endroit de certaines personnes. Limiter l'incompréhension, par exemple, apprendre aux gens à savoir ce que c'est le handicap, à savoir ce que c'est les autres cultures et les autres religions. Et moi, j'ai l'impression que ce qui me dérangerait, en fait, si j'avais à choisir, je pense que ce qui me dérange plus, et ce qui limite beaucoup plus la liberté d'expression, à mon avis, c'est moins qu'on empêche un caricaturiste de faire une caricature sur un sujet très chaud à un moment donné, pendant une période particulière, que l'immense problème de liberté d'expression que créent les inégalités, la pauvreté, le manque d'accès à l'éducation de certaines communautés. C'est ça qui limite beaucoup plus la liberté d'expression que de réglementer ou de demander, ou en tout cas de ne pas encourager certains types d'humour face à des communautés qui sont plus vulnérables. Merci pour cette réflexion. Peut-être proposer aux intervenants, aux orateurs de réagir immédiatement, spontanément. Pierre Coll, moi j'ai l'impression que je vous ai déjà entendu répondre à cette question dans une émission télévisée un jour, mais vous ne vous en souvenez plus, comme de vos écrits également. Donc voilà, on ne va pas faire appel à votre mémoire. C'est pas... Spontanément, quand vous entendez cette hypothèse, ça évoque quoi chez vous? Mais si je suis spontané, je vais être confus. Parce que, non, je pense que c'est vrai qu'il y a des éléments auxquels on n'a pas encore parlé, et je ne vais pas copier tout à fait ce que vous dites, c'est aussi, il me semble qu'on a parlé pas mal de l'émetteur d'humour, celui qui fait rire, qui va faire rire ou qui rit d'eux, et de la cible, Bar de Weaver, Monsieur qui est arabe, ou les enfants, qui ne sont pas la cible, enfin bon, les textes religieux. Il y a aussi le spectateur, ce que je disais, c'est lui qui va réguler, qui va pas rire avec vous, donc qui rendra l'humour raté, etc. Je ne sais pas si ça rejoint tout à fait ce que vous dites avec le troisième aspect qui est politique. Je pense que alors l'humour, il sert aussi à simplement, mais c'est déjà énorme, brasser ces questions-là, à les toucher dedans. Moi, je vois dans un dessin que j'ai commis l'année dernière, on parle du handicap, beaucoup parce que Marie est là. Je me souviens des Paralympiques, là, en été. J'ai fait un dessin sur cet événement. Pourquoi dessiner que sur les Jeux Olympiques et pas sur les Paralympiques? Avant, on n'osait pas. Les Paralympiques, ils existent depuis combien? 25 ans, 30 ans. On n'en montrait pas d'images à la télé parce que certaines images sont un peu choquantes et on sait que les gens vont rire d'un type qui nage alors qu'il n'a ni bras ni jambes. Ça a commencé comme ça. Et les premières images, on a ri. Maintenant, on n'en rit plus. Et un jour, peut-être qu'on va vraiment avoir de l'estime pour le sportif que c'est, sans plus s'étonner qu'il n'ait plus de bras, plus de jambes. Et pour évoquer tout ça, mais vous savez, dans un dessin, comme souvent dans les gens dans l'humour, on ne sait pas très précisément ce qu'on fait. Hein. C'est pour ça que j'en appelle à chercher l'intention. On va un peu par là en se disant, il me semble qu'il y a quelque chose qui est un peu... voilà, ça va être un peu drôle, mais je ne sais pas trop ce que je dessine. Moi, j'avais fait, puisqu'en plus, on avait une championne de concours hippique qui a remporté une médaille, dont on ne voyait pas très bien son handicap. J'ai toujours pas compris ce qu'elle avait. C'était pas très physique. Ça ne se voyait pas tellement de l'extérieur. Et donc, j'ai dessiné le cheval, moi, qui n'avait pas de pattes. Non, un cheval qui saute sans pattes, c'est quand même assez drôle. Qu'est-ce que ce dessin a choqué? C'est terrible. Les amis des animaux, qui avaient quelque part considéré que j'avais coupé les pattes du cheval, l'image était insupportable pour eux, et beaucoup de gens qui, comme souvent, ne sont pas handicapés, mais prennent leur défense, en disant que ce dessin était tout à fait outrancier. Évidemment, le dessin était, comme certains, comme nous aimons en faire quand on en trouve la bonne idée, un piège à con, quoi. Hein, parce que moi, j'ai essayé là-dedans, évidemment, de faire tomber tous ceux qui allaient tomber dans le panneau, de se dire, oh, c'est un scandale, ce dessin. Et en quoi? D'abord, il est impossible, un cheval ne sautera jamais sans aucune patte. Bon, voilà. Là, je trouve qu'on est vraiment dans le sens de l'humour, sans pouvoir vous dire précisément ce qu'il a apporté. Et donc, toutes les raisons pour lesquelles la société va mal, ou des sociétés vont mal, et donc on va mal y prendre l'humour, je crois que c'est aussi par l'humour qu'on va le guérir, ou qu'on va en parler, quoi. Qu'on va dedans pouvoir dire ça. Quand je parlais de l'homosexualité du Premier ministre, qui n'est pas un handicap, hein, je ne fais pas d'amalgame ni une obédience, comme disait l'autre, l'ancien gros, c'est justement, je trouve que c'est d'une richesse de pouvoir maintenant évoquer. Enfin, il faut en parler pour bien dire que c'est des choses qui ne doivent plus avoir un jour d'importance, qui ne sont plus discriminatoires. Donc je pense que c'est pas en fouillant je sais pas si ça répond un petit peu, enfin ça répond de façon non, mais prolonger votre débat, c'est pas en fouillant cette difficulté-là, par l'autocensure ou par qu'on fera avancer ces causes.
Je voudrais peut-être... Attends, la parole à Marie Limet, avant si vous le voulez bien. Oui, vas-y Marie. Oui, moi j'aime assez bien sa réflexion parce que j'étais en train de me dire, on essaye de voir quel humour on peut autoriser ou pas, quel humour est bien ou pas, mais je trouve que ce serait intéressant de voir qu'est-ce que ça nous raconte de nous en fait. Pourquoi ça nous fait rire ou pourquoi ça nous fait pas rire. Moi j'ai des potes qui m'appellent Barbie Manchot, et pour ceux qui me voient pas, j'ai des longs cheveux blonds et j'ai une main en main, et je trouve ça très drôle. Et en fait, je pense que là, en vous entendant, et vous me dites que ça fait pas longtemps qu'on en rit du handicap, le fait de pouvoir en rire maintenant, ça veut dire qu'on est déjà un poil plus loin qu'avant, et qu'au moins on en parle, et ça c'est important. Après je crois qu'il faut arrêter d'essayer de vouloir tout réguler à l'extérieur, parce que ça c'est des choses qui nous échappent un peu. Après c'est clair que les politiques qui se penchent là-dessus, moi j'y comprends trop rien, je sais pas comment ils font, mais je leur laisse faire ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, pour moi le physique, mais rigolons-en, parce que c'est quelque chose qu'on choisit à moitié. Bon, après, ça dépend des croyances, mais si on dit qu'on est venu comme ça sur Terre, il y en a qui disent qu'on choisit de venir dans ce corps pour apprendre des trucs. Moi, je trouve ça assez chouette. Mais c'est le corps qu'on a. Et ce qu'on peut pas changer, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas en rire? C'est une manière de l'apprivoiser, d'apprendre à l'accepter. Et ce qu'on peut changer, changeons-le ou acceptons que les autres en rient, quoi. Parce que, pour moi, je le prendrais moins mal qu'on rit de mon handicap, peut-être, que de mon sale caractère. Parce que ça, quelque part... mais non. Donc, ouais. Marie, merci. Bernard Moux, vous voulez ajouter quelque chose? En vous demandant d'être court, parce que je voudrais encore prendre peut-être une ou deux questions, et je pense que même deux, ça va être compliqué, mais on vous écoute. Mais très rapidement, pour un petit peu plaider l'inverse de ce que j'ai dit, il y a effectivement sur la dimension sociale de l'humour, je vous avais dit que les juges avaient tendance à donner raison à 50 personnes qui rient sur une personne qui ne rit pas, une personne qui est ridiculisée. Je crois qu'effectivement, il y a une évolution assez récente et qui fait raisonnablement peur, c'est la tendance à l'hypermédiatisation qui fait que maintenant un acte humoristique ne se trouve plus nécessairement confidentiel dans un petit espace. Un meilleur exemple ici, non seulement on peut supposer que vous riez, mais que ceux qui écoutent peuvent rire aussi des bêtises qu'on dit. Mais vous savez que depuis, je crois, 2003-2004, vous avez une très très mauvaise habitude dans les cours de récréation qui s'appelle le happy slapping. C'est une pratique qui, au départ, l'objectif était simplement d'être extrêmement gentil, c'est-à-dire d'aller donner une gentille gifle à quelqu'un. Cette mauvaise pratique a totalement dégénéré, puisque maintenant, vous avez non seulement plus une personne qui va donner une gentille gifle à quelqu'un, mais vous avez 10 personnes qui sautent sur une personne, tout ça filmé par des GSM, et ça dérape, on n'est plus dans la gifle, on est dans les coups, voire dans le viol public, et ces images sont diffusées sur le net aussi vite qu'elles ont été prises. Cette pratique qui dure depuis à peu près une dizaine d'années et qui, au départ, était une blague gentille, cause des effets extrêmement néfastes, puisqu'il y a des personnes qui sont totalement humiliées, puisqu'il y a des enfants qui n'osent plus retourner en classe, qui perdent leur scolarité liée à une simple blague qui dégénère. Pour reprendre encore un dernier terme juridique, puis je vous ferai la chose, c'est ce qu'on appelle en droit un délit préterintentionnel, c'est-à-dire les conséquences du délit, vas-y note, les conséquences du délit ont dépassé l'intention que l'humoriste avait de faire sa blague. Pour prendre un exemple simple, vous mettez un seau au-dessus d'une porte, là, vous voulez simplement que la personne, plein d'eau évidemment, que la personne en ouvrant la porte soit trempée, le seau lui érafle à la totalité du visage, il y a du sang qui gicle partout, c'est pas prévu dans le fait. Mais je vous rends attentif au fait qu'on vient d'apprendre aujourd'hui que vous savez que vous avez 2 chroniqueurs australiens qui se sont fait passer pour la reine Elisabeth et le prince Charles auprès d'une infirmière lorsque Kate Middleton, elle fait déjà beaucoup de dégâts, cette pauvre femme, avait été hospitalisée, et la gentille infirmière a donné des informations à Sa Majesté la Reine et Sa Majesté le Fils. Et vous savez que 3 jours après avoir que le poteau rose ait été dévoilé, c'est-à-dire que c'était une blague de potage des chroniqueurs en question, qui ne s'attendaient certainement pas à ce que ça aille aussi bien, la pauvre femme, 49 ans je crois, s'est suicidée dans l'hôpital. C'est un délit préterintentionnel. La question a été posée aujourd'hui et ça a été réglé de savoir si oui ou non on allait
poursuivre les deux chroniqueurs pour homicide volontaire, involontaire, peu importe, c'est-à-dire ils étaient responsables du décès de cette femme. Il est évident qu'il y a des blagues qui dégénèrent et qui ont des conséquences évidemment totalement imprévisibles et totalement inadmissibles. Je crois que si on en arrive à des conséquences pareilles, c'est avec l'hypermédiatisation d'un certain nombre de cas. Si c'était resté confidentiel, il n'y aurait pas eu tellement de problèmes. On est tous au courant du fait, et cette femme n'a pas réussi à se regarder dans un miroir sans se dire que son honneur, son image était, pour reprendre le terme de Marie, qui était très très juste quand elle dit que c'est notre image qui nous fait rire ou qui sert de prétexte risible. Cette femme a perdu toute confiance dans son image de manière telle qu'elle a estimé qu'elle ne pourrait plus, aux yeux du monde sans doute, bizarrement, repasser. Le ridicule ou le risible a fait que ça a été jusque-là. On est dans une situation où, dans la logique sociale, l'humour peut avoir maintenant ces conséquences-là. Je ne connais aucun cas équivalent. Pourtant, j'en ai analysé une série. En général, l'humour a un effet positif. Il peut avoir, évidemment, et dans la toute grande majorité des cas, c'est le cas. On parlait de moquerie, d'éléments méchants, de difficulté à pouvoir gérer ces éléments-là, mais il est évident que dans ce cadre-là, on est en plein dedans. Bien, alors au risque d'en frustrer certains d'entre vous, et je m'en excuse par avance, je vais prendre une seule et dernière question, et comme j'ai beaucoup de sympathie pour notre ingénieur du son qui n'arrête pas de courir dans tous les sens, je vais vous proposer de poser la question à la personne qui est juste à côté de vous, qui a levé sa main tout à l'heure. Monsieur, si vous pouvez... Voilà, on prend... C'est donc la dernière question de la soirée. Le débat peut évidemment se prolonger au bar, comme de la coutume. Merci de passer votre soirée en notre compagnie. Je voudrais relever une contradiction chez Pierre Kroll. Tout à l'heure, à propos de l'émission Mise au point, il a fait part de une grande liberté dont il bénéficiait. Donc, il pouvait dessiner en direct sans possibilité de l'arrêter. Mais à propos de la pêche miraculeuse, il a dit « Je n'ai jamais été plus loin ». Donc, j'ai l'impression que votre liberté est sérieusement limitée par votre autocensure. Et que si vous arrivez la semaine prochaine de dépasser sérieusement vos limites, je ne suis pas certain que vous seriez encore à Mise au point la semaine d'après. Ben, bien sûr, c'est les miennes. Bien sûr que j'ai de l'autocensure, vous aussi. Si vous venez manger chez moi, j'espère que vous n'allez pas rôter, péter, pisser sous la table et faire tout ça. Donc, je suis d'accord avec votre autocensure. Donc voilà, moi c'est évident que c'est pour ça que je suis encore à Mise au point. C'est que si j'étais un dessinateur militant du PTB qui va tous les dimanches dessiner pour dire il faut enfermer les patrons dans l'usine et leur prendre leur pognon, ou si j'étais un militant du MR qui viendrait, ou de la FEB qui viendrait chaque dimanche pour dire il faut diminuer les charges sociales des entreprises, on ne me regarderait pas. Donc c'est évident qu'il y a une adéquation à ce rôle, à cette liberté qui vient. Mais ça, je ne me suis pas inventé ça. Je suis comme ça. Je n'appartiens à aucun parti. Je n'ai pas d'obédience particulière. Et cette liberté convient pour ça. Sinon, il faudrait prendre 4 ou 5 caricaturistes. Donc, qu'elle soit faite par de l'autocensure, oui, je revendique qu'on a tous une autocensure, mais elle n'est pas d'ordre politique et, calculée pour rester à ce poste-là et faire ça. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu, mais... Bien. Est-ce qu'on prend encore une dernière question? J'attends. Oui, un pouce levé, comme dans l'arène. Alors, un pouce levé demande une main levée. Voilà, ici, une dernière. La dernière, je suis désolé, madame. Mais quelqu'un... Ah, là-haut. Alors, la question, ça dépend uniquement de l'ingénieur. Est-ce que vous pouvez arriver là-haut avec votre perche? Oui. Jusqu'au paradis, s'il le faut. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse à la question du jour? C'est pas le but. Le but, c'est de débattre. Chut, attendez. Parce le micro monte jusqu'au ciel. Oui. Un commentaire en direct d'Éric de Beuquelard, une ascension. Voilà. Nous allons avoir une voix d'ange. Voilà. C'est plus proche. Voilà. Alors j'ai regardé justement le spectacle de Marie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y avait des handicapés devant. Ils en rigolaient à un moment donné, mais vraiment de bon cœur. Il y avait deux parties donc les spectateurs. Il y avait une partie qui savait pas d'où ça venait, ce bruit. Et il y en avait d'autres qui en rigolaient avec. Parce que justement c'était drôle, tout simplement. Moi, je trouve que l'humour permet justement à un moment donné de dépasser les préjugés et d'accepter la différence. Ma voisine m'a interrompu avec une autre question. Qu'en est-il de l'humour qui alimente cette différence et ces préjugés? Voilà, merci.
Merci. C'était donc la véritable dernière question de la soirée. Marie Limet, avant de vous donner la parole, je vous préviens, je risque de vous couper si vous dépassez les 3 minutes, parce qu'on a prévu de rendre l'antenne. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Radio Campus à 21h45. On va essayer de respecter cet horaire le plus précisément possible. La parole est à vous. Vous pouvez me répéter la question? Qu'en est-il de l'humour qui alimente les différences, qui met en exergue les différences? Encore une fois, c'est très subjectif, ça. Ouais. Je sais pas dire. Moi, je sais que dans le spectacle, à un moment, je me fous de la gueule des handicapés mentaux. Je fais et je sais que quand il y en a en face de moi, j'ai du mal. Mais bizarrement, non, parce que moi aussi, j'ai quelque part une censure. Enfin, j'ai pas envie de faire mal. J'ai envie d'en rire parce que des fois, j'en ris de moi-même. Je ris de moi-même parce que c'est juste nécessaire pour digérer la monstruosité de la chose. Mais ouais, je pense que c'est. Mais tu sais que tu es très vexante dans les spectacles des autres, parce que tu n'applaudis jamais. J'applaudis, j'ai ma technique à moi. Bien, allez, je vous propose de clore le débat sur ce trait d'humour de Pierre Kroll. Chacun appréciera à sa juste valeur en fonction de ses objectifs. Merci à tous les auditeurs de Radio Campus. Merci aussi énormément au public que j'ai la chance de voir en chair et en os devant moi. Merci au Théâtre de Poche. Merci à la Ligue des droits de l'homme. Merci à Radio Campus qui ont eu la bonne idée d'organiser ce débat. Merci à Bernard Mouffe, à Pierre Kroll, à Éric de Beuquelard et Marie Limet d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée à vous tous. Vous venez d'écouter la rediffusion d'un débat enregistré le 4 février 2013 au Théâtre de Poche à Bruxelles. Peut-on rire de tout pour plus de démocratie était le thème proposé par la Ligue des droits de l'homme en association avec le Théâtre de Poche et Radio Campus. Animation Benoît Feit, transmission du signal Fred Collignon, prise de son Edith Erregotz, mixage Gérald Wank, réalisation Philippe Delchambre, une production de Radio Campus, la radio de la communauté de l'ULB. Radio Campus Super Cacabosa. Encore